Je vais lancer le live. Je vais lancer. Je lance. Allez, c'est parti. Bonsoir à tous. Salut Oh, Max bonsoir. Cream Pie, tout ça là. Salut, c'est Marvin. Ouais. On est en pleine imitation. On a tout donné. Ouais, ouais. Alors, absolument Je tout vais donné. arrêter, là. Donc salut Général Crime. Je crois que tu es le seul à parler aujourd'hui. Donc Oui. ce sera en face à face avec toi-même. Enfin avec toi. Voilà, ce sera un échange. Voilà, entre nous. En échange, pas sûr. Hein. Pas sûr. Ça se trouve, on va même pas t'écouter, tu vois. Donc, non, voilà, de toute façon, voilà. On va pas rester longtemps non plus à faire de la figuration. On va peut-être lancer directement l'émission si vous voulez bien. Comme ça, au moins, on est bien. Comme tu le on sens. est tranquille. Comme tu le sens. Allez, oui, non, mais je le sens très bien. Bienvenue à tous dans Shitlist, le podcast qui nous parle que du pire du cinéma. À l'occasion de la sortie du nouveau film de Paul W.S. Anderson, In the Lost Lands, adapté d'une nouvelle de George R.R. Martin, nous avons décidé de revenir sur le film considéré comme le chef-d'œuvre de sa carrière, Event Horizon. Je suis Luc Leudec et aujourd'hui, pour déterminer avec moi si oui ou non Event Horizon de Paul W.S. Anderson mérite la shitlist, je suis accompagné de Marvin Montes, auteur et podcasteur sur Hcast. Bonsoir Marvin. Bonsoir. Et Manu Penon du podcast Le Quoi Pape. Salut Manu. Bonsoir à tous. Et Mathieu Bontemps du podcast Piggy 18 et aussi fan de Flipper, bien entendu. Salut Mathieu. Absolument, bonsoir. Flipper Event Horizon, est-ce qu'il existe sur le marché ou pas? Tu vas nous le dire. Et le prix Argus, s'il te plaît. Écoute, non, il n'existe pas. Je suis en train de faire un Kickstarter pour que ça arrive. Ah, ok, merci. Ah. Merci en tout cas de nous Bien, on ne aider. donnera pas. Voilà, absolument pas. Oh merde. Pas du tout. Alors, je vais vous poser cette question, parce que je sais pas si on l'avait brièvement parlé, parce que Paul W.S. Anderson, c'est quand même un réalisateur qu'on aime. Hein. Ici, on en a Bien parlé. Je crois qu'on a fait les 3 quarts de sa carrière. Ça En fait fait, une bonne finalement. partie de ça film. Hein. Ouais, je pense qu'on est pas mal. Hein. Il nous reste Pompeii encore, hein, qu'on n'a pas fait, ou Soldier. Oh putain, c'est un des pires. Mais en tout Monster cas, C'est Hunter, on le a seul que j'ai pas vu du Monster coup. Hunter, Avec on a- Monster Hunter en ouais. effet. Ah, On franchement, n'a c'est pas le fait. pire. On n'a Pour pas moi, c'est le fait. pire. Mais je vais quand même vous demander votre relation avec ce cher Paul W.S. Anderson. Et je vais commencer avec Marvin. Marvin, on a compris que Resident Evil c'était un attentat terroriste. Maintenant le reste. Cette question, tu sais, on est passé de. Qu'est-ce que tu penses de David Lynch à... Qu'est-ce que tu penses de De Paul Paul Anderson W.S. Anderson. Oh là là. C'est Ah là, je compliqué. t'ai pris en traître. Hein. C'est compliqué. Ouais, là vraiment, je sais pas trop quoi dire, quoi, parce que. En fait, je pense qu'on y reviendra par rapport au film dont on va parler ce soir, mais il me fait un peu penser à Neil Marshall. Tu sais, c'est un Ok. peu le même profil. C'est-à-dire que c'est un mec qui a probablement les compétences pour être un espèce de faiseur solide. Enfin, en tout cas, quelqu'un qui se mettrait au service de quelque chose d'autre. C'est-à-dire, donc, Event Horizon, quoi. Tu vois. Et puis, qui malheureusement est en train de s'échiner depuis des années à essayer de se faire une image de réalisateur un petit peu à personnalité, ce qu'il a fini par avoir, hein, pour le coup, parce qu'on reconnaît à peu près son cinéma, tu vois, au travers de choix de casting, de choix esthétiques un peu bancal, voilà, ce genre de choses, quoi, tu vois. C'est un peu comme Neil Marshall, c'est pareil, tu vois, je veux dire, sa carrière de réalisateur un peu, tu vois, genre, le réalisateur Neil Marshall auteur, un peu, que moi je trouve un peu éclaté, tu vois, Doomsday, The Descent, tout ça, c'est vraiment des trucs que j'aime pas. Par contre, quand il réalise des épisodes de Game of Thrones, c'est quasiment les meilleurs en termes de mise en scène. Quoi. Donc il y a des gens comme ça qui devraient juste se plier à des choses qu'on leur demande et pas essayer d'aller plus loin, j'imagine. Donc Paul Anderson, ça doit être ça. Bon, on est dans cette catégorie. Ok. Ouais. Manu de ton côté. Ouais, je sais pas si je rejoindrais totalement Marvin parce que bon, j'ai pas un grand amour d'Anderson, mais on a fait quelques-uns de ses pires films quand même dans le podcast. Le premier film de lui que j'ai découvert, j'avais même pas de notion de réalisateur à l'époque puisque j'étais jeune, c'était Mortal Kombat, film oui. que j'ai aimé dans ma jeunesse parce que voilà, c'est un réalisateur je trouve qui fait du cinéma barbecue quoi, ça sent la saucisse fumée et puis on sent qu'on va s'amuser, mais ça donne pas toujours, il part un petit peu trop dans justement dans le n'importe quoi. Alors des fois ça marche, son meilleur film peut-être, il y a Event Horizon, mais son meilleur film peut-être sinon c'est les 3 Mousquetaires 3D. Bien sûr. On s'est beaucoup amusé à faire ce film, on aurait beaucoup aimé projeter ce film, figurez-vous. Mais on sent que son plein potentiel de n'importe quoi est déployé pour de bonnes raisons. Après, dans le reste de sa filmo, des fois, malheureusement, ça part pas dans le bon côté. Et Resident Evil, ça aurait pu partir sur un truc intéressant à partir des 5 premières minutes du premier film, peut-être. Et derrière, on a vu que c'était pas ce qu'il avait en tête, quoi. Alors, en effet, peut-être que c'est un bon faiseur. Sur Event Horizon, ça va être bizarre parce que c'est un des premiers films de sa filmo.
Et c'est pas du tout lui qu'on connaît, quoi. Il est plus dans la reprise de situations existantes il essaye de faire un mélange entre Alien et Alien 2 et son premier Resident Evil éventuellement. Mais j'ai pas l'impression que c'est pas totalement lui. Mais d'une façon générale, pas beaucoup d'amour pour lui. Hein. Il fait pas un cinéma que je trouve très intéressant. Ok, donc pas beaucoup d'amour non plus de ce côté-là. Et Mathieu, pour finir. Moi, il m'amuse, ce bon Paul. Moi, il m'amuse. C'est-à-dire que en fait, j'ai du mal à être méchant avec lui parce que Parce qu'il est sympathique globalement, comme tout. tu vois en interview, voilà, je le trouve plutôt sympa. Quand il y a un projet qui débarque, je suis toujours curieux. Là, son prochain a l'air quand même improbable. Je veux dire, franchement, il s'est dit, voilà, je peux plus faire de Resident Evil. Est-ce que je peux faire un truc qui ressemble un peu, mais toujours avec ma femme, bien sûr. Mais voilà, moi j'ai découvert avec Mortal Kombat, ça m'a éclaté. Je mettais le générique à fond, je sautais partout sur mon canapé. Voilà, j'étais comme un dingue. Et ouais, bah, j'ai vu tous ces films. Moi, ça me. Alors, il y en a vraiment des très très mauvais. Hein. Pompey, par exemple, c'est vraiment catastrophique. Ah oui. Resident Evil, chapitre final, j'ai cru au cinéma. En plus, j'ai osé aller le voir en 3D. J'ai cru que j'allais faire une rupture d'anévrisme sur place, tellement c'était agressif as fuck. Mais globalement, tu sens qu'il a envie d'amuser un peu le spectateur. Voilà, il y a quand même deux, trois trucs assez sympas. Moi, j'aime bien. Alors, premier Resident Evil, j'ai souffert au cinéma. Après, quand je le revoyais, je dis ouais, bon, bah ok, c'est pas si pire. On l'a vu, même qu'après, même Capcom n'arrivait pas à faire un Resident Evil à peu près potable. Donc, c'est pas évident. Mais ouais, il y a aussi ouais, son Trois Mousquetaires qui me fait beaucoup, beaucoup marrer. Enfin, je sais même pas comment on peut encore lui donner de l'argent en fait, c'est-à-dire qu'il fait des trucs tellement improbables et tellement à contre-courant vieux, c'est ringard Mais généralement, à chaque fois je c'est me ringard demande quand ça si sort. c'est pas le genre de type qui met de l'argent beaucoup de sa poche, quoi. Non, C'est oui, possible, alors oui, parce qu'il est mais... producteur, il a une boîte de prod, mais Ah il a oui, aussi des Constantine Film, c'est partenaires. lui? Non, c'est pas lui, Ah, il Constantine. est pas, Non, il a non, pas C'est des billes ah, là-dedans, lui. lui? Alors Non, je lui, crois pas, sa boîte, c'est c'est Adidas. Impact, c'est Impact Pictures. Lui, sa boîte. Mm. Ok. Et effectivement, il a un partenariat alors, avec Constantine et Davis Film. Alors, je sais pas s'il a des billes là-dedans. Je sais pas Attends, s'il ça serait a... improbable sinon. Enfin, Après, Ouais. attention, il a quand même rapporté pas mal de thunes. Hein. Son Ouais. premier vrai bid, ça a été Monster Hunter parce qu'il est sorti à un mauvais moment. C'était un peu délicat au niveau du marché Ouais, chinois. sûr. Donc du coup, il a perdu beaucoup d'argent. Mais à chaque fois, ses films étaient rentables parce que c'est pas des films qui coûtent forcément cher. ouais, Et ça au coûte niveau pas du cher, je box-office, pense. les Resident Evil, ça a cartonné. Hein. Il a Mm. Un rapporté milliard, je crois beaucoup, que c'est un beaucoup de milliard dans pognon. toute la Ah saga. ouais, Hein. c'est vraiment incroyable les succès qu'il a eu. On rigole souvent, mais ces films, les Resident Evil, plus il en sortait, plus ça cartonnait, quoi. Donc il a vraiment fait beaucoup, beaucoup de sous. Donc voilà, finalement, je comprends un peu pourquoi il lui donne quand même quelques petites chances. Mais là, on arrive sur des trucs un petit peu moins connus, tu vois. Ouais. Ça commence à être plus compliqué. Et même Death Race, ça me faisait marrer. Enfin, tu vois, il a réussi à faire Oui, une c'est ça franchise aussi. avec ça aussi, tu vois. Ouais, Donc ça producteur. marche Il a bien en réalisé, je dérivé. crois qu'il Donc a réalisé le premier et puis il a fait le il a premier, produit ouais. le reste Et il a après. En fait. produit, Mm. écrit un peu de temps en temps, voilà, pour écrire Death Race, ouais, c'est pas très compliqué non plus. Mais dans tous les cas, Voiture, mort, bam. Voilà. Tu vois, voilà, c'est- et je pense qu'il a touché pas mal de pognon avec Resident Evil, parce qu'il était producteur aussi dessus, jusqu'à la fin. Donc, non, ouais, il m'amuse. Voilà, moi, dès qu'il y a un projet, je regarde ça avec curiosité. Donc, Gros mou qui vient de balancer un commentaire qui me fait marrer. C'est marrant parce que je le trouve qu'il a des airs de James Blunt. Et c'est vrai qu'il a un côté James Blunt. C'est Quand vrai tu qu'il y a regardes, quelque tu chose. vois. c'est vrai que c'est vrai. À Donc, tout peut-être moment, qu'en il peut plus, il sortir fait de sa la guitare, il musique peut de chanter. temps en temps. Ouais, c'est ça. Il chante Mais ouais, il à sa m'amuse, femme. voilà. J'arrive pas à l'avoir en griffe, tu vois, malgré ce qu'il aurait pu faire, etc. Ouais, il tente des trucs, moi, ça, il m'amuse. Il est inoffensif pour moi, voilà. C'est Ouais, c'est un ça. petit réel Ouais, ouais. popcorn inoffensif. Voilà. Non, et puis il a une énorme sympathie. En fait, ses fans ont quand même une énorme sympathie pour lui. Alors, ses fans, en fait, s'arrêtent quand même beaucoup sur Event Horizon et Mortal Kombat. Mais il a quand même une communauté qui le soutient malgré tout, tu vois, qui vont pas non plus. Il y a quand même ses haters, hein, et lui, il est conscient de ça, hein, qu'il y a beaucoup de personnes qui le sont tombées dessus avec sa saga Resident Evil. Bah Mais oui, bien sûr. même pour Monster Hunter, si tu veux. Mais il en a un peu rien à foutre parce que finalement, en fait, il fait ce qu'il veut. C'est lui-même, il le dit, hein, il fait ce qu'il veut, il fait son boulot, il J'ai est payé pour. l'impression, ouais. En fait, ce qu'il disait en interview, ce qui est Je pense assez qu'il drôle, c'est s'amuse. voilà, en fait, il a dit, mais moi, en fait, je m'en fous, j'assume d'avoir mon petit cœur d'ado de 13 ans, je fais des trucs cool, enfin, j'ai envie de faire des trucs stylés, que je trouve stylés, bah, je vais le faire, je m'en fous, tu vois. Et en fait, ce truc, c'est que c'est imparable, tu dis, bah, c'est nul, mais en même temps, bon, bah, vas-y, qu'est-ce que tu veux que je te dise Le mec, il avait quand même des pures caméras pour la 3D, quand tu vois. Ouais, ce qu'il vois, fait c'est avec. Ce qu'il en a fait, c'est quasiment criminel. Ah, désolé.
Les 2 criminel. derniers Resident Evil, c'est flippant, quoi. Ouais, mais en fait, des fois, il est ouais. tellement sans limite, tu vois, les 3 mousquetaires, par exemple, ça devient magnifique, quoi. Ouais, mais Ah ouais. c'est rigolo, Bien ça. sûr. Mais c'est rigolo parce que ça nous fait marrer parce que c'est nul, tu vois. Je veux dire, c'est pas. Non, c'était ouais, rigolo. Moi, j'ai vraiment Non, trouvé mais- ça fun. Non, mais il y a plein de trucs ringards. C'est un mec qui est clairement en ouais, retard sur plein extrêmement. de trucs. Il est ringard sur plein de machins, mais Ouais, il y a bientôt une 60 sorte ans, en plus, d'énergie hein. quand même. Tu vois, il y a une sorte d'énergie que tu sens que c'est fait avec des bonnes raisons. Des fois, tu regardes vraiment des trucs, tu sens que le mec, c'est ultra cynique, tout ce que tu veux, mais je pense qu'il est sincère quand il fait ses ralentis ringards. Je pense quand on pas a un qu'il temps de soit retard. cynique, hein, non, ouais, pour le coup. Non, non, non. voilà, Tu vois, donc, si on peut le mais- comparer à un autre réalisateur spécialiste dans le jeu vidéo, tu vois, UV Ball, les trucs comme ça, UV Ball, c'est un enculé. Ah ouais, c'est un ouais, gros ouais. connard, UV tu Ball, vois. c'est clairement. Ah, mais c'est clairement. du cynisme absolu, mais là, non, là, je pense qu'il aime vraiment Oui, ce oui, qu'il fait. Hein. non, clairement. Et puis, il a pas de velléité non plus à devenir un réalisateur oscarisé. Il est pas Ah, en bah, train je de pense dire qu'il a que dû le comprendre meilleur. assez vite Non, que non. ça allait être compliqué. Donc, Il s'en fout. Il s'en bat les couilles. Et puis, moi, je l'ai platiné, hein, de toute façon, Paul W.S. Anderson. Oui. Enfin, voilà, Son pourcentage premier film oblige. est étonnant d'ailleurs. hein. Shopping est pas mal. Shopping est pas Ouais, mal. ouais, c'était En fait, c'était assez étonnant. Sa petite histoire, en fait, enfin, je dirais que là où c'est le plus intéressant, c'est vraiment son début de carrière, où il a commencé avec Shopping. Effectivement, où. Parce qu'il avait bossé, il avait fait une série avant pour Channel 4, qui est une chaîne anglaise. Il avait fait une série, il a commencé sa carrière comme ça en réalisant des épisodes d'une série. Je m'en souviens plus le nom de la série, mais en fait, il a pu dealer un petit peu du coup avec Channel 4 pour faire son premier film avec 2 millions de dollars en fait, son tout premier film. Et c'est le premier rôle de Jude Law d'ailleurs, Shopping. Ouais. On retrouve aussi Jason Isaacs qui est dans Event Horizon et aussi dans Soldier. Il a un petit rôle aussi dans Soldier, il me semble. Mais d'ailleurs, Jason Isaacs qui est dans. Voilà, c'est une recommandation de la Rocco, mais il est dans la saison 3 de The White Lotus d'ailleurs sur HBO. Si vous n'avez pas vu The White Lotus, incroyable. J'ai pas vu la 2 encore, faut que je mette ça. Ah, c'est fou The White Lotus. Mais ouais, et du coup, en fait, c'est grâce à une diffusion sur Sundance dans les années 90 que Shopping en fait a pris un peu de valeur aux États-Unis. Et beaucoup de producteurs ont dit ah, putain, c'est quand même assez impressionnant. Enfin, pour vous dire un peu l'ambiance, c'est Orange Mécanique, GTA 2, un petit peu dans l'idée. Hein. C'est vraiment un film de petit con, mais qui marche plutôt bien. Et en fait, c'est grâce à ça qu'il s'est fait repérer par les producteurs hollywoodiens et dont il a eu en fait la chance pour lui, parce qu'il est fan de jeux vidéo, d'avoir en fait le projet de Mortal Kombat. D'ailleurs, pour la petite histoire, pour Mortal Kombat, quand il devait avoir un rendez-vous avec, c'était New Line qui produisait Mortal Kombat. Il a fait en fait pendant le rendez-vous, il a jamais fait de gros projets. Il sait pas trop non plus les effets visuels. C'est pas non plus un truc qu'il gère et c'est un truc qui demandait beaucoup d'effets visuels justement, Mortal Kombat. Et il a raconté dans une interview qu'en fait il allait au culot, c'est-à-dire qu'il connaissait rien du tout. Et il a lu quelques bouquins en fait vite fait avant le rendez-vous et puis après en fait il a juste écouté, il a dit oui je peux le faire, oui je peux le faire et il a eu le contrat et après il a fait bon du coup je me suis quand même démerdé derrière pour essayer d'apprendre les trucs parce que sinon j'allais être dans la merde quoi. Mais il a kiffé l'expérience quoi. Et après effectivement avec le succès de Mortal Kombat et le succès de Shopping entre guillemets les deux, il a pu lancer après effectivement son projet d'Event Horizon derrière qui est pas un projet, c'est pas lui qui l'a écrit hein, totalement, je reviendrai après là-dessus sur la jeunesse du projet mais ouais il était plutôt content quoi et donc après effectivement ça lui a permis de créer sa boîte de prod avec Jeremy Bolt qui est son meilleur pote hein, qui est souvent tout le temps avec lui sur les plateaux sur les interviews et tout qui a monté donc sa boîte Impact Pictures donc qui a produit après tous les Resident Evil, Trois Mousquetaires, tout ça, on connaît l'histoire un petit peu quoi. Et aussi il a rencontré du coup sa femme, son actrice fétiche, j'ai envie de dire sa muse. S'amuse. Exactement. Mila Jovovich qui Gila Vovovic. Gila Momovic. Mila Jovovich, donc qui était une mannequin ukrainienne qui a été repérée par Besson forcément, puis a divorcé de Besson forcément aussi, et puis elle a trouvé le réconfort et Quand elle l'amour a eu avec un 19 autre ans, cinéaste. il s'en est désintéressé. Voilà, c'est ça. Et c'est en 2002 donc ils se sont commencés à fréquenter donc durant la production de Resident Evil. Après l'histoire fait que voilà c'était le grand amour. C'est peut-être ça aussi sa réussite. Hein. Il a réussi à pécho grâce au cinéma aussi. Notre petit Paul W.S. Anderson. Il a réussi à pécho des rôles aussi. Oui. Mari, je pense. Bah ouais, voilà. C'est un échange donnant-donnant, mais c'est pas ça finalement l'amour, Marvin. J'ai envie de vous dire. Si, oui peut-être. Tu rabaisses sa grande carrière d'actrice quand même. Là. Ouais. Honnêtement, avec la meilleure volonté du monde. C'est dur. Non, c'est vrai que c'est Là, raide. quand même. Quoi. C'est chaud. Mais ce qui est raide en tout cas. Enfin, ce qui n'est pas raide, j'ai envie de vous dire, même, c'est de Oula, donner de l'argent. c'est glissant, c'est glissant. Glisser là.
Soutenez-nous sur Patreon, bien entendu. Vous savez ce qu'il y a dans ce moment? Non, vraiment. Arrêtez. Forfait à 3€, le Shitlist Prime qui permet d'avoir l'épisode en avance sans coupure de pub. Le forfait à 5€ Shitlist Plus qui permet d'avoir l'épisode en avance et aussi les contenus exclusifs, donc des bonus incroyables comme des reacts, des épisodes exclusifs, des reviews exclusives. Et le forfait 10€ Hall of Fame là, qui permet alors, là, d'avoir tout ça, plus les remerciements éternels. Allez, on va pouvoir lancer la bande-annonce. Event Horizon sorti en mai 98 en France, sorti en été 97 aux États-Unis. Attention, retenez bien la date parce que c'est important. Tourné en Angleterre à Pinewood, coproduit et réalisé par Paul W. Anderson avec l'aide de la Paramount sur un budget de 60 millions de dollars. Script écrit par Philip Eisner. Photographie de Adrian Biddle derrière la photo de Aliens et Willow. Alors, petite histoire quand même sur Aliens parce que c'est important parce que vous connaissez James Cameron. Il n'est pas très coopératif. Il a viré combien de chefs-op, Marvin, sur le plateau d'Aliens ? Sur Aliens, officiellement 2. Oui, je crois il en a viré 4 d'après. Non, mais c'est compliqué. C'est pas. En gros, officiellement 2. Officiellement 2. Et c'est Adrian Biddle qui a récupéré le poste après que tout le monde soit fait virer. Qui était opérateur sur le premier Alien. C'est comme ça qu'il a eu le poste. Et là, il était donc devenu chef-op et il a fait aussi la photographie d'un incroyable film qui s'appelle Willow. Je sais pas si vous connaissez Willow, c'est complètement. Mais il a une assez grosse carrière, Adrian Biddle. Oui, bien sûr. Ouais, bien sûr. En 2047, le capitaine Miller, interprété par Lawrence Fishburne, aux commandes du vaisseau de sauvetage Lewis et Clark, reçoit l'ordre d'embarquer le docteur Veer sous les traits de Sam Neill et de se rendre aux abords de Neptune. Veer révèle alors à l'équipage que l'Event Horizon qu'il avait lui-même conçu et qui est capable de créer ses propres trous noirs, disparu depuis 7 ans, vient d'émettre un message pour le moins mystérieux et un petit peu, je peux même vous imiter. Tant qu'on est dans les imitations, le message. Vas-y. Voilà, un message incroyable. Voilà, un message complètement fou. Ce film complètement fou qui traverse justement la folie des hommes. Manu, alors, quelle a été ton expérience devant ce film complètement fou ? Bah écoute, je l'avais déjà vu. Alors, dans ma tête, je l'avais vu jadis dans les Jeudis de l'Angoisse sur M6. Sauf que j'ai regardé, du coup, pour vérifier la liste des films diffusés dans les Jeudis de l'Angoisse. Il n'y était pas. Donc, c'était à sa diffusion télé de fin des années 90. J'avais bien aimé à l'époque, mais je l'avais vraiment jamais revu et je suis pas très fan de gore, donc j'avais souvenir que c'était relativement gore, j'avais pas spécialement envie de le relancer. C'était pas une mauvaise expérience à revoir. Je trouve que c'est assez intéressant vis-à-vis du réalisateur. En effet, comme je le disais tout à l'heure, je suis pas très fan, mais là je trouve qu'il s'en sort plutôt pas mal dans la sobriété de la situation, finalement, vis-à-vis de ce qu'on connaît de lui d'habitude. Alors, comme je disais, ça choquera peut-être Marvin, pour moi, le début, c'est vraiment un mélange d'Alien et d'Aliens, où on va voir ce crew, qui est plutôt intéressant, je trouve. Le crew, il est pas trop turbo débile, comme on a l'habitude de le voir, avec des personnages hyper caractérisés dans ces films, enfin, hyper, avec des curseurs poussés au maximum. Il est même plus subtil qu'Aliens, de ce point de vue, j'ai envie de dire. Mais on a un peu cette situation mélangée à l'infiltration d'un vaisseau, là où dans Resident Evil, on a l'infiltration de cette base où ils savent pas trop ce qu'ils vont trouver. On va pas trop s'étendre scientifiquement sur le film. Je trouve que c'est plutôt pas débile, mais plutôt pas très non plus intelligent. C'est ce mélange en fait de SF et d'horreur, où le moment où en fait ce passage dans un trou noir va les refaire, c'est un peu Hellraiser, où ils vont ouvrir les portes de l'enfer, même si c'est jamais totalement exactement défini. Je trouve que c'est plutôt malin et que ça permet au film de rester original dans son genre. Parce que ça aurait été un énième film de vaisseau avec une créature, ça aurait été un rip-off total, quoi. Là, je trouve, en plus le film est assez court, ça fait 1h35, je trouve qu'il gère bien. Il gère bien son rythme, la découverte du vaisseau, le cœur. Comme je disais, c'est assez minimaliste et du coup, on a quasiment que le cœur comme élément SF, parce que le vaisseau, ça reste un vaisseau. Et ces passages gore, ces visions gore et ces meurtres horrifiques dans le genre horrifique. Ça reste un peu gore, mais je trouve que ça se mate plutôt bien, même pour moi. Je suis un peu perplexe sur la fin, mais j'ai l'impression qu'un peu tout le monde à travers l'histoire a été perplexe sur la fin, parce que je sais pas si Paul Anderson lui-même sait exactement totalement ce qu'il veut dire, ou peut-être qu'il voulait justement laisser un peu le flou, quoi. Et j'ai entendu parler d'une fin alternative que je n'ai jamais vue, donc je sais pas si quelqu'un a vu une extended ou une version alternative. Je crois que personne l'a jamais vue. Non, J'ai elle jamais existe vu. pas. La fameuse Elle existe rumeur pas. du directeur La fameuse, Scott,
ultra gore, mais que personne n'a vu. Ouais, c'est une sorte de légende urbaine, ce truc. Ouais, clairement. Dans l'ensemble, j'ai passé un bon moment, ouais. Parce que là où, comme je disais, ça aurait pu être un rip-off, j'aime bien la façon dont les gens meurent, les visions d'horreur. Je trouve que c'est assez sombre basique, mais le côté, la part sombre de soi, aller récupérer ce qui torture les gens et les torturer avec ça, fonctionne bien dans le film. Je trouve que Laurence Fishburne, c'était peut-être le premier rôle dans lequel je l'avais vu. Je sais pas si je l'avais vu le film avant Matrix, mais c'est fort probable. Il s'en sort bien. Alors je suis un peu perplexe sur le côté où il faut qu'il y ait des survivants à la fin, en fait. Je trouve que ça aurait été vachement plus intéressant s'il y avait vraiment eu... et c'est là que la fin me laisse perplexe. S'il y avait vraiment eu personne qui s'en sort et voilà, ça finit là-dedans. Mais il y a un petit côté héroïque un petit peu forcé. Non, dans l'ensemble, ça reste un bon visionnage. Je l'ai apprécié. Je trouve que Sam Neill, en plus, dans ce genre de rôle, fonctionne bien. On l'a revu après dans des rôles un peu plus sombres de ce genre-là, dans un autre genre, mais Triangle, par exemple, si vous avez vu en mini-série, où il va jouer, qui tourne autour du Triangle des Bermudes et qui est un peu sombre dans le genre. Il a fait toujours En fait, c'est quand même Sam Neill. On a l'impression que c'est Jurassic Park en fait son début de carrière, mais en fait non. En fait, le mec il a fait Possession, il a fait Possession, il a fait La leçon de piano où il joue un connard. Et puis il a fait. Alors c'était quoi Même l'antre de la folie. Voilà, c'est l'antre de la folie. Ouais, il a pensé au Madness. Justement, c'est un truc qui était vraiment. Ça fait vraiment Clive Barker et je suis d'accord. Ouais, mais c'est vraiment là pour le coup le rôle qu'il a dans Event Horizon, c'est un rôle pour moi qui est taillé pour lui en fait, clairement. Ça a été vraiment, je pense que sur le casting ou même sur l'écriture, ça me surprendrait pas qu'ils aient pensé à lui directement avant de commencer le casting, clairement. Donc non, c'est pas surprenant. C'est pas surprenant. Je trouve le score intéressant aussi. Alors ça m'a rappelé, il y a des moments du score qui me font penser à Don Davis sur Matrix Révolution, notamment quand on a le combat contre les machines dans le troisième film. Quand ça s'emballe un petit peu, je trouve que le score se rapproche de ça et que ça fonctionne plutôt pas mal. Musique indus un peu. Mais c'est surtout la fin avec Prodigy. Michael Kamen. C'est un problème. La porte se ferme là. Vas-y, c'est parti. Non, c'est ouf. Non, mais c'est ouf. On dirait la fin de The One, tu sais, où de toute façon, le film, il fait dater. T'as le générique du début qui est ultra daté, qui est vraiment dans son jus. Et t'as vraiment, la porte se ferme, t'as Prodigy qui débarque d'un coup. Allez, c'est parti, allez hop. Incroyable. T'as Wipeout qui débarque dans le bordel. Mais qu'est-ce qui se passe, quoi. Non, c'est extrêmement beau. Dans le visuel, je trouve. C'est déjà très emprunté de son cinéma, je trouve, vraiment. Si on peut parler d'un cinéma de Paul W.S. Anderson, il y en a un, en fait, finalement. Ça se retrouve vraiment dans il y en a complètement. Comme je disais tout à l'heure, je pense que c'est quand même un mec qui est reconnaissable. Cette fascination pour le métal rouillé, les trucs... les trucs vraiment indus. Enfin, il a vraiment cette fascination-là, en fait, dans ses films. Les étincelles. Les étincelles dans ce film. Est-ce que ce serait pas le cinéaste des étincelles, finalement? Ah la vache, il y a des étincelles, mais dans toutes les scènes, des étincelles, quoi. C'est incroyable. C'est la folie là-dessus. Donc, ça, on dirait que tu regardes les trucs sur les bougies d'anniversaire, là, t'as que dans toutes les scènes. J'arrive à dire, mettre tout ça, moi. Donc effectivement, après le succès de Mortal Kombat, donc Paul W.S. Anderson est contacté par tous les majors américains pour réaliser des projets divers et variés, dont X-Men qu'il va refuser et donner le champ libre du coup à Bryan Singer. Il va refuser aussi de faire la suite du coup de Mortal Kombat, Mortal Kombat Annihilation. Dommage. Puisque en fait il était déjà lancé sur la production de Event Horizon et puis derrière il avait aussi signé pour faire le film Soldier avec Kurt Russell. Donc en fait il a été intéressé par le projet parce qu'il a reçu le script écrit par Philippe Eisner par la Paramount, donc intitulé Event Horizon, où le plot promet une aventure d'action SF horrifique où un équipage va devoir entrer dans un vaisseau perdu et retrouver nez à nez, et ce que tu avais dit Manu, avec des aliens, mais des aliens plutôt type Lovecraftien un peu dans l'idée. Et avec une énorme vibe, alors ça c'est vrai que c'est remonté, et quelque part il y a des liens, c'est avec une énorme vibe Warhammer 40 000, dans le sens où effectivement, en fait, c'est avéré, Eisner l'avait dit pendant une interview, qu'en fait, quand il avait écrit le scénario, il jouait énormément à ce jeu de plateau. En fait, il était fan énorme de ça. Et c'est vrai qu'en fait, le concept, par exemple, du trou noir, où les gens, enfin les soldats qui passent dans leur vaisseau, dans les trous noirs, en fait, traversent l'enfer, comme dans Warhammer. C'est pareil, en fait, c'est la même idée.
En fait, Paul W.S. Anderson a gardé cette idée-là parce qu'il trouvait ça plutôt cool. Et ensuite, en fait, lui, il a plutôt changé la méta du scénario, plutôt en ambiance horrifique gore pour éviter justement le côté alien, et en mettant plus en avant les limbes, les esprits et la possession. Comme, en fait, il s'est inspiré comme point de référence, il a pris La Maison du Diable, L'échelle de Jacob et Shining. Et aussi, il a incorporé, en fait, ce qu'il aimait énormément aussi, le travail de, justement, Alizé l'avait dit dans le chat, mais de Clive Barker. Pour Cabal ou Hellraiser, quoi. Il s'est dit que c'était quand même une bonne idée. Tu vois, le corps, la façon dont le corps est dessiné. C'est comme la boîte. Ouais, c'est comme la boîte, il y a des inscriptions, c'est pas un objet scientifique, c'est quasiment un artefact, quoi. Mystique, ouais, un peu, ouais. Mais même la forme du vaisseau fait une croix, en fait, fait une forme de croix. C'est aussi tout le côté, en fait, de l'équipage, non pas comme dans Alien, qui vont se battre contre une corporation, en fait. Là, ils vont se battre contre les préceptes religieux, quoi. Enfin, contre l'interdit des préceptes religieux, quoi. Donc c'est plutôt ça, je trouve ça plutôt malin. Après, il y a un gigantesque problème, et j'y reviendrai sur ce film. C'est qu'en fait, il y a eu énormément de problèmes avec la prod. Ne serait-ce que déjà, ça a commencé avec la pré-production. Parce que donc la Paramount avait imposé un délai que de 2 mois et demi pour la pré-production. C'est-à-dire que déjà, pour un truc de SF, c'est quand même assez raide, et 8 mois de tournage. Donc un délai quand même aussi extrêmement... Enfin, 8 mois de tournage et de montage inclus. Pour la sortir. En fait, pour sortir le film, ils avaient, avant de signer le contrat, Paul Anderson, on lui avait dit, normalement, t'avais 12 mois au total. On lui a enlevé 4 parce que la Paramount avait un problème, un énorme problème. Et ça paraît bizarre, maintenant on dit ça aujourd'hui, mais il coproduisait en fait Titanic de James Cameron. Et dans les années 90, avant que Titanic sorte, tout le monde se foutait de la gueule de James Cameron parce que le film était retardé de plusieurs mois. Et en fait, le truc, c'est que ça coûtait une blinde pour tout, en fait. Et tout le monde. C'est pour ça qu'il y a eu une coprod. C'est pour ça qu'un autre studio est venu à l'aide de. Alors, je sais plus qui a produit Titanic. Je sais pas si c'est Universal ou un autre major qui avait commencé. C'était la Fox. Ouais, c'était la Fox. Ouais, c'était la Fox qui avait commencé donc à financer Titanic. Et la Fox a demandé l'aide de la Paramount parce que exceptionnellement, c'était la merde. Là, eux, à la Fox, ils pouvaient crever en fait à cause de ce film si ce film se plantait. Donc en fait, la Paramount est arrivée en l'orage, mais le problème, c'est que Cameron, ils avaient comme date de sortie été 97, sauf que Cameron, il a fait, non. non, j'ai pas envie. Non, ce sera pas parfait, quoi. Enfin, lui, il a toujours ce côté perfectionniste. Et ça leur a mis 6 mois dans la gueule. Donc encore avec des dépassements de délai de tournage et trucs comme ça. Donc il y avait une certaine inquiétude à la Paramount. Et c'était pendant la production d'Event Horizon. Donc ils ont décidé ils avaient ce slot de sortie qui était prévu pour Titanic. Ils ont décidé de mettre Event Horizon, qui devait sortir en décembre, donc de le mettre au mois d'août. Et Titanic est passé au mois de décembre. Ce qui fait qu'en fait, ça resserre encore un peu les vis. Donc ça a laissé quand même, il y avait quand même du beau monde dans tout ce qui va concerner la déco, les costumes. On a par exemple le chef décorateur, c'est Crispian Salis qui a bossé notamment plus tard pour Gladiator. Il y a le costume designer John Molo qui a travaillé lui sur Alien et Star Wars, et du coup ils ont dû gérer ça en fait. Ils ont dû gérer cette pré-production quand même assez chaotique, mais je trouve quand même que ça va. Par contre, effectivement, on peut le dire un truc, c'est que les décors, il manque de variété. Tu vois, il y a vraiment un problème de variété quelque part. Ça se joue sur 3 plateaux, vraiment. Mais ils ont réussi. Enfin voilà, je pense qu'ils ont quand même, ils ont dû bien chier leur race là-dessus. Et en fait, le tournage après, malgré le planning serré, c'est plutôt bien passé. À part, ils ont eu un incendie sur un plateau de tournage à un moment donné, mais ça a juste. Ils ont réussi à minimiser les dégâts pour que ça ne fasse qu'une journée de tournage de retard. Et pour en fait combler, on va dire, le temps perdu, le week-end, ils tournaient donc d'autres scènes. La Paramount pensait que le week-end, Paul W.S. Anderson tournait des inserts avec l'équipe B. Sauf que non, en fait. C'était là où il tournait les scènes gore, les fameuses scènes gore. Donc l'orgie et tout ça qu'on voit un petit peu, mais normalement dans le film, dans le Final Cut, techniquement c'est des scènes qui durent plus longtemps en fait, ces scènes d'orgie, ces scènes de déchiquetage qu'on entreaperçoit. Il l'avait incorporé aussi dans le projet en fait, sauf que la Paramount s'en battait les couilles. Ils ont jamais trop regardé en fait ce qu'ils envoyaient. Ils ont regardé les premiers plans c'était un peu le début, donc il n'y avait pas de problème quoi, pour eux c'était bon, sauf qu'ils avaient jamais vu les scènes gore que Paul W.S. Anderson avait tourné. D'ailleurs,
c'est un peu malaisant parce qu'ils l'ont dit en interview que ces scènes-là, ils les ont tournées spécifiquement à des acteurs porno parce qu'il y a des espèces d'orgies suicidaires et avec des acteurs et actrices amputés. Ouais. Donc il disait ça en interview en déconnant, tu vois, mais enfin tu fais, les gars quand même, poussez un peu quand même. Tout à fait raccord avec son cinéma. Fétichisation chelou, quoi. Ouais, mais le truc c'est que les producteurs ne savaient pas en fait. Pour eux c'était juste, ok, c'est du temps que vous gagnez pour essayer justement de combler le délai. Et c'est là où ça va tourner un petit peu à l'enfer du coup, entre guillemets, si on veut faire un jeu de mots. C'est, ils ont fait les screen tests avec les producteurs et les cadres de la Paramount et du public aussi. Et en fait, ils sont sortis de la séance au bout de 2 heures. Le film durait 2 heures à la base, complètement désemparés. En fait, ils en avaient plein. Enfin, ils étaient horrifiés par les scènes gore qui, pour moi, de ce qu'on aperçoit déjà, je trouve ça choquant. Tu vois, j'ai encore les images en tête. Je suis là, tu sais, le mec avec les yeux, dégueulasse. Ouais, c'est les sodomies et tout. Tu sais, tu t'imagines que effectivement c'est jusqu'à la mort. Donc t'es là, waouh, c'est chaud. Et en fait, les producteurs ils ont vu ça, mais fait, mais toi t'es un fou, toi. Donc ils l'ont dit déjà le film est trop long. Et en plus, tu as ces scènes-là. Donc, en gros, ils l'ont imposé de virer 30 minutes. Ce qui va, à mon sens, bousiller le film parce qu'en fait, le film n'a pas de build-up horrifique. Ou de build-up, en fait, ou pas assez de build-up, en fait. On voit quelquefois les apparitions fantomatiques, la femme de Sam Neill qui s'est suicidée. Ouais, ça me paraît assez bien dosé pour moi, tu vois. Je pense que ça aurait pu être Il y a un trop, problème peut-être avec le intéressant. fils de celle qui. Ouais, c'est pareil, meurt ça en aurait, tombant, là. ça aurait pu être un sujet très intéressant, ça d'ailleurs, tu vois, le truc du fils. Mais en fait, non, c'est pas assez exploité. Il manque de l'exploitation du build-up et un peu de lore, en fait. Je pense aussi. Ouais, juste des backstories satisfaisantes pour ceux qui subissent un peu Parce les que apparitions. Ouais, quoi. c'est ça, parce que t'es quand même dans un truc d'exploration quelque part aussi. Donc tu dois essayer, tu dois amener le spectateur aussi à dire, tu explores un vaisseau qui a été à l'abandon, il s'est passé quelque chose, mais en même temps ça affecte la psyché des personnages. Pas trop l'impression en fait dans le résultat final. Ouais, à mais partir c'est du lié. moment où le truc se déclenche, ça va très très vite en fait. Voilà, Ça, et c'est ça lié, s'enchaîne et c'est très, lié très en vite. fait à ce problème de montage qu'ils ont dû finir d'effets visuels. Hein, ils ont dû faire ça en 10 semaines. Donc la post-prod a duré 10 semaines. Enfin, c'est insupportable en fait comme truc. Techniquement, c'est vraiment la grosse merde, quoi. Après, ils ont quand même, comme je disais, effets visuels, c'est géré par Richard Urich, qui est aussi derrière Blade Runner et 2001 l'Odyssée de l'espace. Donc ils ont quand même eu, voilà, du beau monde, mais pour essayer de entre guillemets, de Limiter la réussir casse. à limiter la casse, quoi. Et c'est dommage quelque part que je trouve finalement. Alors le montage, moi j'aurais bien voulu le voir, le montage qui a été diffusé, non pas pour les scènes gore, mais de voir en fait ce qu'ils avaient tenté de faire, du moins sur le build-up et de montrer en fait, d'essayer de monter la tension, parce qu'en fait il y en a plus du tout. À un moment donné, ça pète, mais en fait t'as pas eu le temps de dire qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui se passe, tout le monde se fait goumer, ok, d'accord, bon, pas de problème. Puis la fin un peu en demi-teinte. C'est pareil, elle aurait pu avoir une justification s'il y avait un build-up derrière. Sauf que là, c'est pareil, on te laisse une fin ouverte, c'est facile. C'est trop facile de faire ça, tu vois. Mais je pense qu'il y avait quand même quelque part une justification liée au script, quoi. Mais dommage, voilà, c'est vraiment un gâchis, quoi. Marvin, de ton côté, Event Horizon. Bah, écoute, par rapport à ce qu'on disait au début, justement, je suis assez surpris de le revoir comme ça avec un peu de recul maintenant, et on va dire à rebours après avoir vu toute la filmographie de l'auteur Paul W.S. Anderson, qui finalement s'est beaucoup exprimé au travers de son cinéma et de ses interviews un peu lunaires. Et c'est pour ça que je faisais la comparaison tout à l'heure avec Neil Marshall, parce que j'ai quand même l'impression que c'est pas En tout cas, c'est un film sur lequel il a dû beaucoup œuvrer en étant entouré probablement comme jamais. Enfin, comme jamais plus il le sera plus tard. C'est-à-dire qu'il a une équipe quand même de tueurs à gages sur Event Horizon. Ouais. Et c'est là que je dis aussi que je pense que c'est un type qui est plutôt très à l'aise quand il s'agit de citer des choses. En tout cas, ça me semble être un réalisateur, en tout cas très fan de ses pairs, de ses grands prédécesseurs. Il a toujours plein de trucs à citer, tu vois, même sur Resident Evil. Alors parfois c'est n'importe quoi, tu vois, sur Resident Evil, il parlait beaucoup de John Woo et tout. Mais Mila Jovovich tu vois, et le chien. Mila Jovovich et le chien. Ah oui, bien sûr. Et le coup de puis pied. pendant toute la saga, tu vois, il l'a produit un moment comme un truc de exploitation, tout ça. Enfin, voilà, bref. Mais en tout cas, sur Event Horizon, c'est assez facile de cibler ce qu'il essaye de faire. Tu vois. Ah oui. Alors évidemment, l'influence suprême, Manu tape totalement juste en parlant d'Alien et d'Aliens. Enfin, c'est même... Enfin, je veux dire, le film ne pouvait pas en être autrement à partir du moment où il est, comme tu l'as dit, filmé par Adrian Biddle, le chef-op d'Aliens.
au studio Pinewood, Oui. qui est le studio à l'intérieur duquel a été tourné Aliens, avec John Mollo au costume, John Mollo qui est le costumier d'Alien, voilà, puisque c'est pas Mobius, c'est vrai qu'il y a cette légende comme quoi ça serait Mobius qui aurait été le costumier qui aurait dessiné les costumes, mais pas du tout finalement, ils n'ont pas pu les faire, donc c'est John Mollo qui les a fait. Je veux dire, tout évoque Alien, le design du vaisseau, le Clark, la salle de réunion au début là, c'est littéralement le centre du Nostromo quasiment quoi. Hein. Et puis on voit que l'esthétique essaye un peu de s'en rapprocher. Plot, c'est quand même un message de détresse. On y va, on sait pas trop où on va. Bon, voilà, il y a des intérêts scientifiques qui vont au-delà des intérêts humains. Bref, on connaît l'histoire. Donc ça, c'est probablement une des premières influences les plus évidentes. Il y a aussi beaucoup d'horreur cosmique dans cette histoire. Hein. Je pense encore une fois, alors ça c'est peut-être aussi la queue de comète d'Alien, c'est de citer plus ou moins ouvertement Lovecraft. En tout cas, c'est une influence que tu peux pas cacher, que Paul Anderson n'a pas caché, en essayant de reprendre ce principe d'horreur cosmique, ce truc indicible qui est trop grand pour nos esprits. Du coup, ça nous amène à péter nos crânes, hein, comme on peut dire. Et puis ouais, mon regret quand même, c'est que oui, tu sens énormément l'influence de Clive Barker, en tout cas, qui voudrait être l'influence de Clive Barker, du bon Clive Barker, donc c'est-à-dire Hellraiser Cabal, au travers de ce que tu entreaperçois, quoi. Voilà. Moi, je suis pas tout à fait d'accord. Alors, je sais que pour toi, ça te paraissait un peu gore, mais moi, j'aurais bien voulu que le film soit en fait méchant jusqu'au bout. Tu vois, pour moi, je le voyais comme un trip à la Society finalement. Tu vois. Mais le truc, c'est que je pense que C'est-à-dire- de base, c'était ça, tu vois. Voilà. Ouais. Et moi, je pense vraiment que c'est dommage, tu vois, qu'on n'ait pas pu aller jusqu'au bout. Je le voyais, ouais, comme un trip à la Society, tu vois, qui ménage un peu ses effets pour faire n'importe quoi dans son dernier quart d'heure. Et vraiment, je le voyais arriver là, quoi. Tu vois, par rapport à ce qu'il montrait, par rapport au fait qu'il évoquait pas mal l'enfer et tout. Je sais pas, par rapport au flash qu'on a. Tu vois, pour moi, il serait vraiment sorti du lot s'il avait fait ce truc un peu de petit malin, mais c'est pas grave, quoi. Je le voyais vraiment arriver comme un truc comme ça, quoi. Parce que, ouais, le film, il se tient plutôt pas mal, et c'est très largement, je pense qu'on va pas spoiler, le meilleur film de sa carrière. Hein. Je pense qu'il y a pas trop de débat à avoir, même si j'ai de l'affection pour les Trois Mousquetaires. Parce qu'il est étonnamment, je pense qu'il y a de la déférence envers ses influences, en fait. Hein. Où vraiment, pour le coup, il cherche pas trop à déborder, et il est plutôt sobre dans sa réalisation, et il est même plutôt, je trouve, pertinent avec sa Ouais, caméra. Ce qui est un truc qui va beaucoup perdre par la suite. Mais là, tu vois, même en regardant le film, je me suis dit qu'il y a quand même des trucs qu'il fait avec ses décors et tout. Tu vois, il y a des, et j'ai quand même il y a même un travelling compensé dans un conduit à un moment, tu vois. Elle travaille, hein. Tu l'as vu celui-là. Quand les lumières s'éteignent oui. et tout, mais ça fonctionne vraiment pas mal ce Eh, truc. c'est Ah comme ouais, dans les ouais, dents de la ça fait- mer, putain. Il y a un travelling avant avec une caméra qui tourne Ouais. sur son acte là, quand, Mm. quand il arrive Ouais. près du champ magnétique et tout. Enfin, il y a une certaine sobriété et une efficacité, une pertinence qu'on retrouve rarement chez lui par la suite quand même. Parce que, enfin, je veux dire, peut-être le fait qu'il ait aussi des limitations techniques à cause du calendrier, du planning, l'a probablement poussé à rechercher l'efficacité, alors qu'ensuite c'est quand même le réalisateur de Les Brouf, quoi. On va pas se mentir. Et c'est pas du tout quelque chose que je ressens en regardant Event Horizon, et ça c'est plutôt quand même une très bonne chose, parce que c'est quand même le grief majeur que tu peux lui faire, quoi, quand même. Hein. Je veux dire, habituellement, voilà. Et en plus, pour le coup, il a un casting qui est probablement supérieur à tout ce qu'il a eu ensuite. Hein. C'est-à-dire que moi, je trouve que le duo Sam Neill, Laurence Fishburne fonctionne très bien. Il y a une escouade de second rôle qu'on connaît plus ou moins bien hein, de l'époque autour, mais qui est quand même très très solide. Donc en fait, tout marche plutôt bien. Sauf ouais que bah pour moi c'est juste une énorme frustration parce qu'on connaît toutes les légendes urbaines ou pas, avec ces fameuses 30 minutes qui ont disparu dans la nature. Et ouais, une fois qu'on le sait, bah le film tu le ressens complètement pendant toute la durée du film. C'est-à-dire que oui, moi la backstory manquante des personnages elle m'empêche un peu de comprendre les enjeux des apparitions, tu vois. Même si tu peux en déduire que peut-être éventuellement il y a une espèce d'implication dans l'histoire et en tout cas de retour karmique, tu vois, par rapport à ta jauge de culpabilité, quoi. On va dire, voilà. Ceux qui s'en veulent le plus sur certains effets sont les plus touchés, quoi. Alors Sam Neill, lui, est complètement ouvrier, il bascule complètement, c'est... voilà, la scène, tu sais, où il dit « Mais je suis à la maison », et il disparaît dans l'ombre. Tu vois, vraiment, genre, le truc, ça, je sais pas, je Oui, mais disparais là, dans l'ombre et tout. le build-up du personnage de Sam Neill est plutôt bien fait parce que même dès Ah, le c'est début, tu vois, d'ailleurs, en c'est fait, celui qui est le plus abouti. Le Ouais, build-up c'est de ça. Sam Neill, c'est le plus Clairement. abouti, même si son basculement est très rapide, mais
c'est le plus abouti. Tu vois, ça manque un peu pour Laurence Fishburne, même si on comprend à peu près les enjeux quand même. Ça manque surtout pour le personnage de Peters, qui va poursuivre la silhouette de son gamin et finir par tomber, parce que c'est vrai que pour le coup, là, on a assez peu d'infos, je trouve, sur les enjeux émotionnels du personnage. Il y a juste un dialogue au tout début où elle dit Ouais, bah, voilà, je il y l'aurai a un pas à espèce Noël, de flash. Je l'ai pas à Je Noël. l'aurais pas à Je Noël, l'aurais pas. je jeté dans un trou. Voilà. Bon, admettons. Voilà, c'est ça. Bon, pourquoi pas. Voilà. C'est un peu compliqué sur les enjeux, on va dire, émotionnels, c'est un grand mot, hein, parce que c'est pas le film qui vraiment veut verser là-dedans. Par contre, j'étais quand même assez surpris de choses qui sont réemployées, qui sont des influences évidentes, mais qui sont très très bien faites. Par exemple, je pense à justement le décor, en fait. Le décor de l'Event Horizon. Déjà, je trouve que l'aspect extérieur du vaisseau est vraiment super. Enfin, Ouais, il est magnifique. voilà, c'est vrai qu'on citait beaucoup le fait que ce soit un peu comme Alien, encore une fois, je veux dire, plus ou moins la même démarche. C'est-à-dire que quand Ridley Scott disait qu'il voulait faire Massacre à la tronçonneuse dans l'espace, Paul Anderson dit qu'il veut faire Amityville dans l'espace, quoi. Enfin, en tout cas, un film de maison hantée, ce que tu veux. Même si ça évoque presque un espèce de navire ou un truc abandonné, voilà, où t'as cette grosse plaque avec le nom du vaisseau, c'est Event Horizon au milieu du truc. Je trouve ça super. D'ailleurs, la maquette originale du film, de l'Event Horizon, elle est visible à Lyon. On l'a vu. C'est au musée du cinéma et des miniatures. Voilà, ils ont récupéré la maquette du vaisseau. Alors, je sais plus si c'est le Clark. Je crois qu'ils avaient le Clark quand on a été, mais qui devait recevoir le Event Horizon par la suite. Mais en tout cas, les deux, ils sont. Parce qu'il y a beaucoup de maquettes et c'est assez bien foutu. Et moi, je trouve vraiment que par contre, de l'intérieur, le vaisseau est plutôt réussi. Même s'il n'y a pas une très très grande variété de décors. Mais en tout cas, c'est là qu'on ressent le plus finalement dans le produit final l'influence de l'esthétique, on va dire, Clive Barker. C'est-à-dire que ce vaisseau est terrifiant. Il y a des pointes partout. Quand une porte s'ouvre, il y a des trucs pointus. Ouais, puis des bruitages. Voilà, ouais, des bruitages bizarres. En fait, ça ressemble plus à un donjon SM qu'à un vaisseau. Ouais. C'est impossible de se dire je vais partir en expédition là-dedans et me sentir en sécurité. Enfin, je ne comprends pas à quel moment c'est possible. Honnêtement. Même le noyau. Mais même le noyau, tu dis ce truc va me incroyable. buter, ce truc va me casser la gueule, c'est sûr. Il est malaisant. Genre, tu vois ça, autour, tu sais, c'est les circuits de sécurité, comme ils appellent ça, avec l'énergie et tout. C'est des pointes qui sortent du sol et tout, c'est pas possible, quoi. Enfin, tu te blesses tout de suite, quoi. Donc, non, par contre, je trouve l'intérieur du vaisseau vraiment, même si elle est assez peu variée, parce qu'encore une fois, problème de moyens. J'imagine qu'ils ont tourné comme tu disais, ils ont tourné à Pinewood. Donc Pinewood, c'est grand, mais il n'y a pas moyen de faire. Bah, ça dépend dans quel studio de Pinewood ils ont tourné en fait. C'est ça le truc. C'est-à-dire qu'il y a le. Ouais, d'ailleurs, ils utilisent le tunnel de Pinewood, le fameux tunnel de Pinewood, qui fait le couloir entre les deux parties du vaisseau. Ouais, c'est le même tunnel qu'ils utilisent pour la majeure partie des courses-poursuites de James Bond, parce que c'est le studio historique des James Bond, Pinewood. Ouais, c'est ça, ouais. Donc il y a ce tunnel-là où ils font les courses-poursuites là-dedans, et c'est celui qui fait le couloir. Saville l'avait expliqué en interview que justement c'était là où il travaillait James Bond, il était putain, c'est trop bien. Et moi je fais le fameux tunnel qu'ils pouvaient pas utiliser pour Aliens, du coup. Mais du coup, il y a quand même un soin qui est apporté au décor, qui est encore une fois très troublant par rapport à ce qu'on connaît de la suite de la filmo d'Anderson, quoi. Enfin, vraiment, j'ai l'impression qu'on verra plus jamais ça chez lui ensuite, tu vois. Il y a quand même beaucoup de décors en dur, tu vois. Enfin, je veux dire, il y a des ratages dans certains effets numériques, l'espèce de liquide là qui flotte et tout. Enfin, il y a des trucs comme ça qui sont un peu compliqués. Mais bon, film de 98, je suis prêt à lui pardonner ça, quoi. Tu vois, il y a pas de problème. C'était avant Alien la Résurrection. Enfin, ça va, quoi. Ça se tient. Non, c'était juste après peut-être. Mais voilà, on est à peu près dans cette ambiance-là. Donc en fait, je trouve qu'étonnamment, le film se tient assez bien. Et oui, je suis d'accord avec vous sur le problème de la fin et tout. Je pense que la fin, c'est vraiment un peu l'aboutissement de son rythme bizarre. D'ailleurs, en parlant de rythme bizarre, il y a quand même un truc qui m'a choqué pendant le film. Je sais pas si ça vous a fait le même effet, mais est-ce que vous avez remarqué à quel point il est assez mal timé rythmiquement, dans le sens où, par exemple, les jumpscares sont effroyablement ratés. Ah oui. C'est un truc que j'ai remarqué pendant le film. Non, mais vraiment, tu vois, je veux dire, il y a des gens qui savent faire du jumpscare. C'est quand même un truc qui se fait rythmiquement, c'est pas évident. Et là, vraiment, j'ai senti qu'à chaque fois, c'était vraiment forcé, ça fonctionnait pas du tout. Au niveau trouille, de toute façon, c'est pas. Voilà, le film. Non, mais sans parler de trouille, tu vois, juste la surprise du jumpscare, le truc qui pop au bon moment, en fait. Tu sais que c'est pas un ténor quand tu vois Resident Evil. Et je trouve que le film. Ouais, mais Resident Evil, ça tient pas spécialement sur. Tu vois. Mais là, pour le coup, ça aurait pu marcher. Mais tu sens que le film est assez bancal rythmiquement, parce que vraiment t'as toujours des jumpscares qui arrivent au pire moment, tu vois. Il y a un truc qui marche bien, même si tu le vois arriver à 15 km, c'est cette espèce de panoramique avec finalement le corps de Justin qui est plus dessus quand la caméra revient dessus. Bon, c'est assez efficace, il y a des trucs comme ça, mais sinon par contre rythmiquement ça marche pas. Et la pire erreur rythmique du film, justement, c'est sa fin. Enfin, je veux dire, avec le travelling arrière, la porte qui se ferme, mais t'as vraiment l'impression que c'est allez, voilà, il faut qu'on termine, les gars. Et voilà, et vu qu'on t'a pas vraiment expliqué comment marche on va dire la hantise du vaisseau, bah tu sais pas vraiment si c'est une fin ouverte, si elle a du sens ou pas, c'est un peu con, quoi. Donc voilà, c'est un film que je trouve étonnamment solide et correct.
Et je pense avoir découvert que Paul Anderson était un gestionnaire vraiment efficace. Chose qu'il ne fera assez peu par la suite, hein, ce qui est dommage. Mais non, je trouve que ouais, ça fonctionne plutôt bien. C'est un film très frustrant. C'est un film très Ah oui, frustrant oui. qui nous fait un peu entreapercevoir ce qu'il aurait pu être et c'est dommage. Parce que moi, le côté, le film vraiment dégueulasse et méchant qu'il aurait dû être, pour le coup, bon, bah j'aurais bien voulu le voir en fait. Mais comme nous tous, finalement, comme nous tous. Bah, Alors, pas toi apparemment, parce que t'es déjà dégoûté en voyant Ouais, le film. ouais, donc, c'est vrai. Mais c'est pas ça que j'attendais le plus, en fait, hein, vraiment, dans le film. Donc, budget de 60 millions, recettes 47 millions, 185 000 entrées en France, un bid total. Bazardé par la Paramount, hein, clairement, ils en avaient rien à branler. Mais c'est, en fait, c'est un film qui est devenu culte, en fait, hein, finalement, au fur et à mesure, en fait, de l'exploitation. Vidéo VHS et surtout DVD. Culte à un point en fait où il y avait eu ce fameux culte vis-à-vis des scènes coupées gore. Ouais. Où beaucoup de personnes ont en fait entretenu une certaine légende. Une légende qui arrivait à un moment où finalement ils ont retrouvé un négatif original du film. Alors, probable. improbable dans un endroit improbable. Presque. Ça a été retrouvé. Alors, il me semble, c'est en Transylvanie. Mais dans une mine de sel. Mais une mine de sel, c'est plutôt logique en fait. Je veux dire, non, mais c'est logique dans le sens où c'est là-dedans qu'ils stockaient Tout est en fait logique. les négatifs de Ouais, bien plusieurs sûr. films. Ouais. Parce que c'est là où entre guillemets là-bas on pouvait garder au mieux, on conservait plus facilement les négatifs. Sauf Ça a qu'en bien fait, marché. voilà, il y a plusieurs négatifs de plusieurs films qui ont pris une tarte en fait dans cette collection parce que c'était un collectionneur il me semble. Et en fait il a pas bien rendu le truc émertique. Je sais plus comment on pourrait dire, mais en gros ça laissait trop passer d'air. Hermétique, et du coup il y a plein de négatifs qui ont sauté et dont malheureusement Event Horizon où ils ont essayé de le récupérer, essayé de faire quelque chose, mais ils disaient qu'en fait finalement on voyait rien, c'était complètement niqué, on pouvait pas faire de restauration sur un matériel aussi baisé quoi. Donc voilà, ils se sont retrouvés c'est-à-dire ah, merde, on n'aura jamais, il y a probablement jamais d'autres négatifs. Et à Du chaque film. édition du film, Ils ça font- revient. Là, il y a eu le 4K il y a pas ouais, longtemps. ouais, ouais. Alors, ils ont chaque quand fois. même quelques rushs, on va dire en SD, de scènes coupées, Ouais. mais qu'ils ont incorporé, parce que dans les éditions Blu-ray, je crois qu'ils font un montage spécial avec ça. Avec ces Ouais, scènes-là, justement, justement. dans ma reco, il y a un truc qui ressemble après. Voilà, j'expliquerai un on en truc. parlerait. Mais malheureusement, voilà, cette légende restera toujours une légende hein, de ce fameux polo cut, hein, comme on dit dans le chat. Ouais, le Polo Cut, bah le chef-d'œuvre quoi de Polo Ah oui, pour le bien coup. sûr. Ah ouais. Donc un film C'était tellement presque le- culte qui va inspirer beaucoup d'œuvres surtout dans les années 2000. Parce que les références les plus évidentes, ce sera surtout dans le jeu vidéo. Hein. Bien sûr, Dead Space, hein. Doom 3, aussi le jeu vidéo un peu Alors moins ça, connu. Ça, je suis désolé, hein, mais j'y crois absolument jamais. Hein. C'est réécrire l'histoire, ça, parce que les influences de Event Horizon, c'est juste Ah, sur Oui, Dead qu'il a Space quand même. regroupé ailleurs, tu vois. Dead Space, Bah, Dead Space, Oui, c'est énorme. Hein. oui, mais Dead t'as des Space, gens c'est- qui fabriquent des trucs qui Ouais, ont vu peut-être que mais Event bon. Horizon. Ouais, non, mais je comprends, mais je veux dire, tu vois, les influences de l'enfer, etc., tout ça, bon, c'est Oui, Clive mais Barker, quoi. Ah. Dead Space, Oui, ça non, se mais bien voit, sûr. tu vois, c'est quand même marqué Dead dessus. Tu Space, fais, ça se voit. bon, ça se voit quand même. Ouais, Même, je sais même pas. dans le délire de la Vaisseau et secte. tout, Non, mais ouais. même dans le truc de la secte et tout, vis-à-vis de ça, tu fais, bon, oui, enfin, c'est clairement ça. Mais c'est bon, Pourquoi pas. énormément The Thing aussi, mais surtout Event Horizon, quoi. Puis aussi, ça a inspiré un autre jeu moins connu, un jeu de Midway, c'était The Suffering aussi, également. Ah les oui, développeurs, c'était les sympa, ça, je crois. les Ouais, développeurs c'est avaient, sympa, ouais. avaient noté que c'était vraiment Event Horizon qui les avait aussi inspirés. Il y a un truc qui est assez drôle, c'est Christopher Nolan qui aime beaucoup le film. Ah. Qui a récupéré- Alors, j'ai pensé Interstellar à un moment. Ouais. Et bah c'est en fait l'explication de Sam Neill quand il prend. Alors c'est assez drôle parce qu'il prend le poster d'une meuf Oui. et t'as Jason Isaac qui fait c'est le Ouais. mien, vas-y mollo, vas-y mollo, c'est D'ailleurs, Vanessa. il y a un truc qui m'a fait rire là-dedans, c'est que par rapport à ce que disait Manu tout à l'heure, où je trouve ça un peu maladroit, tu sais, c'est qu'ils essayent de conceptualiser ce truc, de regarder, je vais vous expliquer comment on fait, alors qu'on en a franchement rien à Rien à foutre. tu vois. foutre. Ouais. Et ça m'a fait penser à justement Aliens, parce que dans Aliens, ils ont... En fait, c'est l'univers d'Aliens, sauf qu'ils n'ont pas encore créé le voyage à la vitesse de la lumière.
Ouais, c'est ça. Et dans Aliens, ils avaient appelé ça le PFM. Je sais pas si vous vous souvenez. Non, C'est parce qu'en fait, sur le tournage, ils disaient pourquoi t'appelles ça PFM et je crois que c'était Sid Neal qui avait dit parce que c'est pure fucking magic. On en a rien à foutre, on sait pas comment ça marche, mais ça existe. On s'en branle en fait. On n'a pas besoin de le raconter, on n'a pas besoin de l'expliquer, tu vois. Et ça, je trouve ça un peu bizarre, tu vois, cette scène qui arrive, genre alors voilà comment on va faire et tout. Bon, on s'en fout, c'est pas Interstellar, tu vois. Alors, Donc, je fais, un trou dans, voilà. voilà, je fais un trou dans une feuille et je te montre comment on fait le voyage par le trou noir, quoi. Et, Ouais, Explication on n'est qui pas ressemble à cohérent, celle donc, d'Interstellar d'ailleurs. bah, qui a été récupéré pareil par Matthew McConaughey dans le film d'Interstellar, qui Ouais, fait la même c'est chose ça, en fait. ouais. Qui Vous explique la voyez même chose. Vous voyez, Paul? Paul, il a influencé Eh, Interstellar. le grand Ah, cinéma, ouais. le grand Bon, cinéma, attends. tu vois. Finalement, Interstellar, c'est la version totalement aboutie de Voilà, Event exactement. Horizon. C'est Alors, le director's cut. un film culte tellement que Amazon Prime, enfin Prime, avait commandé en fait une série. Une série sur Non. l'univers Ouais. d'Event Horizon, ouais. Ouais. Merde. Qui était chapeauté par Adam Wingard, donc réalisateur de VHS et Death Note et Godzilla vs Kong. Là. Ah oui. Eh oui. Et en fait, Grand ça aurait cinéaste fait, aussi, hein. entre guillemets, c'était une série qui était là pour faire suite au film. Mais l'idée, en fait, a été abandonnée dans les limbes depuis 2020, qui date donc de la dernière news. Donc voilà pour les infos sur le film. Et on va finir avec Mathieu. Mathieu, qu'est-ce qu'on a pensé d'Event Horizon? Je sais que c'est peut-être toi le plus positif sur le film finalement. Ouais, j'aime beaucoup le film. Ça fait plusieurs fois que je le regarde. Ça fait 2 fois que je le mate depuis que j'ai le Blu-ray 4K qui est sorti il y a pas longtemps, qui permet de bien profiter du film avec la bande son et tout. Quand Prodigy débarque, je peux vous dire qu'en Ah, ça DTS se 30 trouve. HD, Ah c'est ouais. la fête. C'est Ouais. vraiment la fête. Mais ouais, je l'avais vu en DVD, enfin voilà, j'avais plusieurs versions du film et ouais, c'est un film que j'aime bien et avec effectivement, tous les problèmes que vous avez cités. Ce qui m'a ressauté aux yeux, encore une fois, comme Marvin, c'est vraiment il y a un vrai talent de mise en scène, en fait, il y a vraiment du soin dans le film. Tu sens qu'il a travaillé un petit peu tout ça, c'est qu'il y a je trouve que tout ce qui fait un petit peu, SF, je trouve que ça a de la gueule, les plans des vaisseaux, la façon dont il débarque. À un moment, tu as une petite scène de «suspense» entre guillemets, où il voit pas où est le vaisseau et d'un seul coup, tu as l'Event Horizon qui débarque, franchement, avec leur déjà on voit la gueule de leur vaisseau qui est vraiment super beau, je trouve. Ouais. Donc, tu as ce vaisseau gigantesque qui débarque de nulle part et franchement, ça fonctionne plutôt bien quand tu vois le vaisseau pour la première fois. Et le côté suspense, un petit peu découverte du vaisseau, voilà, c'est pas franchement original parce qu'effectivement, la plupart des films un petit peu d'horreur SF fonctionnent un peu de la même manière quand on découvre un petit peu les vaisseaux avant de découvrir le danger, etc. Mais il y a un vrai soin dans les cadres. Il y a vraiment un effort qui est fait pour rajouter vraiment des bons effets quand même dedans. Visuellement, je trouve que ça a de la gueule. Tu as des plans qui sont vraiment très très jolis, je trouve. Les éléments un peu horrifiques comme le cœur, bah ouais, pareil, c'est bien mis en avant. Tu as vraiment un côté, voilà, le mal, il est là, c'est bien mis en place et il y a vraiment deux trois détails. Le fait qu'on le voit dans les yeux, le fait que il soit quasiment présent tout le temps et que tu as cette espèce de délire maléfique qui tourne autour du vaisseau. Je trouve que ça identifie bien l'Event Horizon, ça lui donne une sorte de personnalité, une sorte d'âme un peu maléfique, qui est au-dessus du film quasiment tout le temps. Donc là-dessus, c'est assez cool. Et on a effectivement, bah, on n'a pas le temps de s'ennuyer quand même parce que le film va relativement vite. À partir du moment où on a le premier personnage qui est face à ce truc-là et qui commence un petit peu à être possédé. On a quelques séquences un peu sympas, un peu gore. On a un moment un mec qui est bah, ce personnage-là je sais plus comment il l'appelle, petit loup, je sais plus. Il a une espèce Bébé de ours. bébé ours, voilà, c'est ça. Bébé ours qui se retrouve bloqué. T'as une scène de suspense où t'as du sang qui sort de partout parce qu'il est compressé. La décompression, ouais. Voilà, des Ouais. compressions. Je trouve que ça marche plutôt bien. Et ouais, et les séquences horrifiques, effectivement, ce qui est dommage, parce qu'on aurait pu avoir beaucoup plus, c'est qu'en plus les maquillages sont quand même très très bons. Mm. Je trouve que le maquillage de Sam Neill, le moment où il a ses yeux, enfin, je trouve que l'effet marche vraiment bien. Et même quand il revient de l'enfer, que le vaisseau le fait revenir pour affronter, alors ça fait un peu méchant de jeu vidéo, hein, clairement, on dirait d'un Ouais. seul coup il a des pouvoirs, il crache des flammes, Il est c'est chauve d'un coup là. ah ouais, il est chauve d'un coup, il a des yeux qui revient, mais t'as quand même ces effets, ces plans avec très Clive Barker, où il a toute la peau comme ça qui est morcelée, avec cicatrices dans tous les sens, avec du sang qui se voit bien. Pareil, je trouve que l'impact est assez fort là-dessus. Donc tous les effets violents, ouais, quand ça fait mal, quoi. Je veux dire, la chute, pareil, d'un des personnages, Ah ouais, tu vois dégueulasse. l'impact, c'est bien, bien violent, quoi. Donc vraiment pas de pitié. Donc effectivement, tu as ce fantasme un petit peu de cette version un peu plus, parce qu'effectivement, arrivé à un certain moment, ça va vraiment beaucoup trop vite et ça se termine un peu en course-poursuite pour essayer de se barrer de là avant que ça pète.
et avec un Sam Neill qui d'un seul coup pète son câble et devient vraiment le méchant démonique ultime qui décide de tout buter et de faire venir l'enfer, limite l'enfer sur Terre, quoi. C'est un peu le délire là, quoi. Donc, tu as effectivement pas mal d'influences. Bon, bah, clairement, Clive Barker, qui est carrément un truc repris d'Hellraiser, hein. De toute façon, carrément une mise à mort très très graphique prise d'Hellraiser. Mais pareil, il le copie, mais je trouve qu'il le copie bien. La scène de mise à mort est pareil, elle est assez sale, elle fait assez mal. Et j'ai aussi pensé un petit peu à. Alors, est-ce qu'il est sorti avant ou après? Je pense que c'est sorti avant, Le Prince des Ténèbres. Tu as un petit peu Sorti aussi avant. ce délire-là. Ouais, avec On peut avec aussi, les images filtrées et ouais, tout, ouais, là. ouais. T'as vraiment donc tu sens vraiment l'influence de Carpenter, de Barker, enfin vraiment de quelques pointures du cinéma horrifique et du suspense. Ça fait un peu bon élève, parce qu'il réinvente pas la roue, clairement, mais en tant que divertissement horrifique, je trouve qu'il fait pas honte ni à Alien, effectivement, ni à Barker, ni à Carpenter. Voilà, ça fait vraiment le film d'SF efficace, bien filmé et hormis quelques petits trucs qui ont mal vieilli, comme les éléments qui volent en apesanteur, voilà, bon, bah, une image de synthèse, c'est très, très visible, voilà, c'est très, très C'était à moche, l'époque. mais peut-être même un petit peu trop, voilà, mais ouais, il utilise bien ses décors, il utilise bien sa caméra. Les effets qu'il met en place sont pas gratuits. Tu parlais de l'effet dans le tunnel de Ouais, ouais. travelling compensé, pareil, c'est fait pour montrer quelque chose et c'est ultra efficace. Donc t'as du bon boulot. C'est clair on n'a pas trop l'habitude de voir un Anderson qui utilise ses effets de manière efficace et pas juste pour les sbroufs, à base de ralenti, à base de bullet time, à base de. Ouais, bah, à part les étincelles. Franchement, les étincelles, il y a un moment, je sais pas si c'est pour cacher quelque chose ou pour renforcer le côté spectaculaire, mais on a vraiment l'impression qu'à chaque mouvement de personnage, quand il y a une séquence, t'as des étincelles qui surgissent de partout. Donc c'est vraiment tout le temps, mais ouais, c'est un film que j'aime beaucoup et pour la musique, donc c'est Michael Kamen, donc ouais, encore une Ouais. pointure de plus quand même qui bosse sur le film. Donc on a une ambiance globale qui pareil est assez lourde, assez suffocante. Donc c'est vraiment dommage qu'il y ait pas ce petit plus qui transforme en fait l'essai, qui le rende vraiment encore plus impressionnant. Enfin, à la fin du film, effectivement, tu dis ouais, là j'ai vu un grand film. Là, je passe un bon moment à chaque fois, donc ce qui est déjà pas mal, franchement, pour un film de Paul Anderson. C'est clair. Globalement, c'est assez équilibré non, franchement, c'est un très chouette film. C'est vraiment un très chouette film. Le truc qui m'a fait marrer aussi, c'est qu'il y a Joseph Bennett qui travaille sur le film, qui est en fait le production designer de Rome, de HBO. Ouais, ouais, Ok, oui, ça j'ai doit déjà être vu ça. ça. Et, j'ai déjà vu et ça. aussi de Peur Bleue de Rini Harlin. Voilà, bon, Oui, un aussi, régulier, oui, gars. oui, Ouais, oui, Et, oui. mais si vous vous rappelez de Peur Bleue, mine de rien, la station de recherche, c'est peut-être Ah, le la truc le gueule, plus hein. réussi du film, en fait. Ouais, ouais, Alors, la je veux dire, station Ouais. de la gueule. Ouais, ouais, c'est clair. donc il y a un truc. Ah, mais le film a vraiment une belle gueule, hein. Enfin, les décors Mm. et tout, c'est franchement chouette. Ah, aussi, un truc qui est quand même assez naze et qui a mal vieilli aussi, bah, c'est le comique du film. Je veux dire, la partie où il débarque avec son truc d'oxygène. Ah ouais, avec Hey, son je jetpack, reviens, là. bande d'enfoirés, vas-y, l'autre, il balance, t'es en plein dans le pinacle dramatique du truc et t'as lui qui Ouais. balance la Et t'as vanne le avec mec qui est son sur son explosif. débris, là. Comment j'y retourne? Ouais, Comment j'y retourne? Ah, putain, Et ouais, voilà, il c'est. dit Je dis, mais pas qu'est-ce genre que tu fais là, quoi? je reviens bande de bâtards, un truc comme ça, non? Oui, Ouais, c'est c'est ça, ça, ouais. c'est bande C'est d'enfoirés ou un ça, truc je comme reviens. ça. Un Be-Back, Ce Motherfuckers, plan un est truc comme ça. dégueulasse en plus en le voyant repartir vers la Oui, Ouais, c'est et ça, à un ouais. moment. Je suis Ouais, bon. puis il se cogne contre la porte, il fait oh merde, non! Ouais, Tu il lui arrive, tires tu sais, dessus. il arrive en plus Ouais, complètement les bras en ouais, croix, tu sais, pour arriver ouais. dans C'est- le, tu sais, dans l'espèce de hublot justement Ouais. qui est Ouais, une ouais, forme de ouais, croix ouais. du vaisseau là. Et puis en plus, t'as Sam Neill qui fait n'importe quoi, qui tire dedans. Enfin, Ouais, j'ai vu qu'est-ce qui se il passe aurait là. pas dû Ouais. faire du tout. Il dit ouais, il faut vraiment terminer le film en gros quoi. Mais ouais, non, c'est à part ça, par ce côté un peu raté, ouais, ce mec, ils savent pas trop quoi en faire, je pense. Ouais, bon après il a 5 minutes de Euh, présence, tu vois, ça ouais, va. ouais, mais c'est dommage qu'on le garde, Ouais, bien qu'il sûr. Ouais. arrive sur la fin, c'est un peu dommage. Mais non, globalement, ouais, très efficace, je trouve. Waouh. Fan club de Mathieu. Mais est-ce que le film mérite la shitlist, Mathieu, du coup? Oh non, 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 Ah non, non, non. non, il ne mérite pas la shitlist. Non, non, Manu. non, non, franchement, c'est très chouette. Non plus, ça reste plutôt agréable au final à regarder. Marvin. Non, bah non plus, non plus. Hein. C'est son pinacle, tu vois. C'est son Chef-d'œuvre. 2001. C'est son 2001, Voilà. donc il Oui, n'ira à peu près, pas ouais. dans la shitlist. Ah, Event ça fait Horizon est plaisir. sauvé. Et on va pouvoir passer au courrier du Randos. Le courrier du Randos, c'est votre moment pour partager votre avis sur le film, nous partager nos recommandations et faire un petit jeu. Et on va commencer bien sûr avec les meufs de shitlist. Il n'y en a qu'une cette fois-ci, parce que l'autre, on en avait strictement rien à branler. Et c'est Alice qui nous dit c'est vachement bien, donc non, pas la shitlist. La dimension infernale ne va pas dans Vachement la bien, shitlist. carrément.
Ah ouais, il y a le mot Ah. en V, le V-word. Le V-word a été Ouais, utilisé. ouais. Ouais. Aline nous dit franchement non, même si c'est pas aussi bien que ça pourrait, c'est franchement sympa. Si ça méritait la shitlist, l'intégralité du cinéma de science-fiction aurait pas plagié la scène d'exploitation du trou de verre, effectivement. Cinescope nous dit authentique banger. John de fucking cinéphile donc nous dit avant de se lancer dans la culture active de navet, Polo WS s'essaya un temps au cinéma avec un Alien versus Hellraiser sauce Shining plutôt solide et sanglant, qui n'a jamais peur de tomber dans le grand guignolesque. Surtout dans son dernier virage, Dead Space lui doit pas mal no shitlist. Johan nous dit la grille de programme de RTL 9 en PLS. En réaction à ce podcast, ils ne diffuseront que 5 fois la semaine prochaine. Écrit Pikachu nous dit je sais pas, je l'ai pas vu. Par contre, j'ai vu les 3 mousquetaires et lui ne mérite pas la shitlist, c'est sûr. C'est sûr. On Ouais. va lire les commentaires. Il a des déjà été auditeurs. sauvé, lui, c'est bon. Ah, très bien. Alors, on n'avait pas eu beaucoup encore de réactions concernant une histoire vraie de David Lynch, puisque c'est un film qui n'a pas été vu par grand monde, et donc j'ai l'impression que les gens veulent voir le film avant de s'attaquer à Pic Cinéma. On a du moins 2 commentaires sur Patreon. Sosomanette nous dit très intéressant, je ne connaissais pas du tout ce film de Lynch. Vous en avez parlé de manière passionnante et parfois même assez émouvante. À vous entendre, je risque de passer le visionnage à chialer. Concernant le courrier, je tiens à dire que Monster Hunter d'Anderson, c'est vraiment de la merde. D'ailleurs, si c'était bien, j'aurais pris la Qui peine avait de dit le que c'était regarder. pas mal déjà? Vesper. toi, Luc. C'est moi. Non, Moi, non, je non, l'avais non. dit. C'est Oh. Mathieu Vesper. C'est Mathieu Vesper. Ah, complètement bourré ces gens-là. Ouais, non, mais là. Ouais, t'as seconde. Nicolas Sarto nous dit salut, ce film est très bon. Je l'ai vu au cinéma et sa sortie est bien, qu'il vaut le coup. Je m'attendais pas à ce qu'il passe devant le Loup de Wall Street. Ce n'est pas la recommandation la plus évidente de son style de cinéma, je pense. Personnellement, je n'ai pas encore tenté la vision de son dernier film Inland Empire. Est-ce que vous me conseillez de le tenter? Au fait, excellent podcast. Alors Inland Non, Empire, je- Inland Empire. On a tous les Lynch, hein. Écoute, Oui. si t'as un doute, n'y va pas. Voilà. Je veux dire, t'iras le jour où t'auras pas de doute. Voilà. c'est tout. Ça reste quand sonne même un complétiste. 3 heures, voilà. Ah. Ouais, ça reste 3 heures d'expérience. Moi, mon tracteur a lâché juste avant le film, avant le podcast la semaine dernière. Ouais, Vraiment, j'étais là, avant le Il lancement. était- Oui, c'est vrai. il était là. On l'a vu. Il était là. Mais non, alors, c'est bon. Alors le jeu de la semaine, non, ce n'est pas les meilleurs films de Paul W.S. Anderson que je vous Ah ai merde. fait. Ah ouais. Ah, il aurait été premier de toute façon. C'est le Oh, t'es top, pas sûr. Oh, Le si, quand top. même. le top des meilleurs Ouais, blague. films de body horror selon les utilisateurs de Sens Critique. Et on va Oh, commencer à la 10e position. Attention, ça va chier, hein. Il y a pas mal de trucs où on est là, on va dire waouh, ok. 10e position. Il est noté dans les meilleurs films sur le satanisme. C'est Chromosome 3 Non. sur le C'est satanisme. récent. Hein Body non, c'est pas horror. récent. Récent. Oui, body horror. Ouais. Récent. Body Il horror, n'existe satanisme. pas le satanisme. Ah, Martyr. Ouais, c'est un peu bizarre. Non, pas partir. Il est noté dans les meilleurs films sur l'infidélité. Hellraiser 2 Hellraiser, effectivement, tout à fait. Hellraiser premier du coup. C'est Ouais. le premier. c'est ouais. bien ça. De Clive Barker. Je trouve pas ça terrible, mais bon. 9e Oh, la musique, position, il est noté dans les meilleurs films réalisés par des femmes. Quel top de merde, d'ailleurs, ce nom, putain. The Substance Non, pas de substance. Il aurait pu. Il aurait pu, ouais, il est peut-être plus haut. Ah bah c'est Titan. Tu vas Non, dire c'est Titan. pas ouais. Titan. Grave. Bah oui, c'est Le grave. Body horror. Bah, c'est Ah grave. bah oui. Ah bah ça aurait dû être Titan. Enfin, je sais pas, Body horror. Excusez-moi. C'est du body horror, je l'ai pas vu moi, grave non plus. Moi non plus, mais. Voilà. Non, mais je Mais il a le nez creux. Vraiment. 8e Mais je connais le thème, donc ça reste du peu dur. 8e position. Comment je pourrais noter ça pour que ce soit pas trop évident? Les films dont on aimerait voir une suite. Commando. Non, pas Il y a du comme body ça. horror dedans. On coupe des Van bras. Van Helsing, Van Helsing, Van Helsing. Non, Trois mousquetaires 3D. Ah bah si, Non, si, non si. plus. Bah, Non. attendez. Ah, voilà. On aimerait vous faire une suite, donc il n'y en a qu'un. On aimerait voir une Ah, suite. Waouh, body horror. Oh mais c'est compliqué ce truc là. Ouais. Film de body horror, vous aimeriez faire Ah, une il y a suite. Covenant dans le chat et je suis pas d'accord. Mais. C'est vrai. C'est un Cronenberg. Ouais, Torquay, ouais, il a raison, hein, Cédric. Non, c'est pas un Cronenberg. Ah, c'est pas un Cronenberg. La cabane dans les bois. Non, On veut pas de suite. on veut pas de C'est suite. lui-même. Mais ça va, c'est pas mal. Hein. Oui, À la fin suffit elle-même, en tout cas, c'est sûr. Alors là, honnêtement, je sèche. Body horror, on peut même avoir une les suite. meilleurs films avec des mechas.
Pacific Rim? Non. Bah, c'est pas un body horror. Bah non, mais bon, tu sais où on en est avec des mechas déjà, là, franchement. Des mechas avec du body Avec horror, des j'essaie mechas d'y body réfléchir. horror. Tetsuo? Non, non, ça aurait pu être Tetsuo, il est dans le classement, mais il est pas dans le top 10. Ah bon? Oh, les salauds. Est-ce qu'il y a des mechas dans Akira? Des Techniquement, mechas. c'est du body horror à la fin. Ah, Je suis Akira, désolé, ouais, mais... carrément. Ouais, Et C'est quelqu'un a vu une suite à Akira? Non, Ah personne. non, non. Ah, c'est Alita? Non, c'est pas Alita. On voudrait une suite, hein, je vous l'ai déjà dit. Hein, tu t'as dit quoi, Manu? J'ai dit Robocop, mais techniquement, il y a des suites, mais ça dépend duquel. Il est dans... là, là, je vous le donne quasiment. Hein. Les meilleurs documentaires. Ah! District 9. District 9. Nine. Ah, District Nine. Pas de suite, Ah, Luc. attends, j'aurais pensé à ça. moi. Moi, j'en veux une Il est dans le suite. top. Il est dans le top des films dont on voudrait une suite. Hein. On veut pas de suite, hein. Je te Pareil. promets, on en veut pas. Hein. Ah, surtout vu la tournure de On la a vu, carrière. on a vu. Bon, Elysium, je trouve que ça va encore, mais on a vu Chappie et machin là. Comment ça Non, mais en s'appelle plus, Ah, son dernier d'horreur, là, d'ailleurs. Ah, Ouais, oui, ouais, moi, ouais. je préfère largement District 9 à Elysium. Mais la Ah fin oui, de oui, District oui, 9 c'est se mieux. suffit aussi à elle-même, il n'y a pas besoin de suite. Enfin, c'est pas le propos. Un Grand Turismo, ce grand film. Grand film, Grand Turismo. Toujours Grand pas vu film de ça. bagnole. Septième Bon, bah, position, les meilleures comédies noires. Du body horror encore. Body Ouais, horror. bah oui. La mort vous va si bien. Ouais, j'allais dire la mort vous va si bien. Non. Ouais, non. Beetlejuice? Réanimator. Non plus. Ah ouais. Ars Attack. Non Il y a des plus. découpes Alors, les d'organes. meilleurs, il est dans les meilleurs films sur les contaminations virales. Passion. Ah, c'est. Ah non, c'est pas ça quand même. C'est quand même pas le truc de Rodriguez là. Non. Ah non, j'ai eu peur. Contamination virale, body C'est un horror. film sorti en 92. Ah, c'est Branded. C'est Branded de Peter Jackson, ouais. J'ai failli sortir Bad Taste. Mais Ah, non. je vois pas, ouais, body horror, je vois pas trop. Ah oui, Ouais. c'est Démon, son dernier film, t'as raison. Alors. Démon, c'est quoi? Ah non, c'est pas le truc de Blomkamp. Je sais plus comment il s'appelle ce dernier film. Mais bon, bref. Sixième Oui, ça, je l'ai position, oublié. les meilleurs La films de possession gang. démonique. Meilleur film de gang. Ouais. De D'accord, gang. ce top est fou. Meilleur film de gang. Avec du body horror et des gangs. Ah mais c'est dur là, attends. Non, C'est un pas film super Génération connu, c'est un Perdue, film quand super connu. Ah, le truc de la nuit, là. Ah, putain. Non. Non, Le Gardien de la nuit. Non, le Gardien de la nuit, il y a pas de body body horror. Ok. Un Street Trash. non. Putain. Parce que, en fait, Ah oui, les, autres démonique. tops, voilà, c'est comme ça. les autres tops pourraient donner la réponse assez rapidement. Ah ouais, mais là, faire un film de gang avec du body horror, si tu veux, là, je. Ah, c'est pas Les Promesses de l'ombre. Non, c'est pas les promesses de l'ombre. Ah bah ouais, mais là, ça fait. Les meilleurs films cyberpunk. Cyberpunk, Et de gang. body horror. Akira. Bah, c'est Akira, oui, bah oui. Ah Non, oui, ouais. j'ai Ah ouais. d'accord. Ah ouais. Putain, j'ai du mal à mettre le body horror dans Akira, mais là, je trouve vraiment. Bah, que Bah, à la si, fin, bah, c'est à la si, fin quand ça part en couille. Ouais. Avec body horror, il y a des trucs, c'est un peu chaud quand même. Ouais, ok. Cinquième position. Il est dans le top des films les plus subversifs. Fight Club. Non, La mouche. non, De substance. non. Parce que la mouche, c'est du body horror pour le coup. Oui, Ah c'est bah du body complètement, horror. Oui, mais c'est pas ça. Donc les C'est films pas la mouche. C'est les films les plus subversifs. Subversif. Les meilleurs films Ah, sur mais la là- folie. Crash. Non, Vidéodrome. c'est Vidéodrome. Ah putain. Ouais. C'est vrai. Quatrième Ah, pour le position. coup, oui. Il est noté dans quoi? Il est noté dans les meilleures comédies horrifiques. Sausage Party. Non. Non. Non, bah non. tenter. Ah, mais Society, non, c'est pas dedans quand même. Meilleure Non, comédie horrifique. Ah si, Les Society, tuches. il est dedans. Les arrête. Ah, tuches. ouais. Le plan du cul, putain, le plan du cul, bordel. Plan du cul. Bah oui, à un moment donné, tu sais, il y a un gros Ah, cul dans Society. Tu te souviens pas de ça? Il y a Ah une bah tête oui, qui oui, sort d'un oui, cul. oui, Ah, c'est c'est ça, vrai, ouais, c'est ouais. vrai. C'est un cul avec une tête, avec un visage. Ouais, ouais. un visage. C'est- Je l'ai vu au cinéma, c'était génial. Alors, Ouais, ça va ouais, être je assez sais pas. rapide là si je vous le dis. C'est les meilleurs films d'horreur français. De substance. De Substance, effectivement, de Coralie Ah ouais, Farnham. directement dans le. Ça fait 3 fois que je le dis, il était forcément dans ce top. Donc Bah c'est oui. ça le truc. Ah oui, bah c'est relativement subversif, on peut pas lui enlever ça. Ah non, non, c'était Subversif. Non, c'était Vidéodrome pour subversif. Ah ouais, et- ah bah c'est con. Ah c'est con. Troisième position. Les meilleurs films de Dark SF. Qu'est-ce qu'ils appellent Dark SF? Moi je sais pas, mais bon, bref. Ça n'a pas de sens, ça. C'est quoi la Dark SF?
Les meilleurs Quand films. tu Event vois Horizon. Event Horizon. Non, les meilleurs films avec des parasites. Alien. Et oui, c'est Alien, Manu. Et oui, Ah ouais. troisième C'est position. du body horror, Alien. Bah, un peu quand même. Ouais, un peu quand même. Ouais. hein. Et le Chestbuster, c'est un peu du body horror. Ouais, mais bon. Ouais, Facehugger, quand il est sur ton visage, c'est un peu du body horror. c'est pas- ouais. Bon, faut Deuxième aller le position. chercher. Moi, quoi, je voyais plus transformation de corps et tout. Mais, Deuxième Ouais. position, il est dans le top des meilleurs remakes de films. bah, la mouche. La mouche. La Ouais. mouche, effectivement, la mouche. Ouais. Tout à fait. Là, j'étais en train de chercher un remake de celui-là. Elle Un truc produit par Michael Bay, c'est avec Joel Kinnaman. Alors, le premier, Ouais. le premier, il est dans les meilleurs films d'horreur, les meilleurs films avec des parasites. C'est Chromosome 3. Non. Bah arrête à Chromosome 3, bordel de merde. Ah non, mais le meilleur film de body horror du monde, c'est Chromosome 3. Enfin, je veux dire, quand même. Avec Non. des Y a pas parasites. Hellraiser, du coup, dans l'histoire Non. Horribilis. Ah si, il était 10ème. Et il était 10ème. Ah si, j'ai vu, il y a le trailer. Horribilis, c'est pas mal, Horribilis, c'est vrai. Horribilis, c'est pas mal. ouais. Mais non, c'est pas ça. C'est bah, pareil, Parasite. il est dans les meilleurs remakes de films aussi. Ah, The Thing. De Thing, ouais, effectivement, Ah John ouais. Carpenter. Ouais. Ouais, c'est vrai que oui. Oui, si. Ouais, quand même. T'allais Ouais. dire, oh, y a pas de body horror dans The Thing. Ah si, quand Ouais, même. là, Ouais. quand même. Là, quand Si, là, même. pour le coup, ouais, quand même. Ouais. Autant Brain Dead, c'est des zombies. Après, tu vois, pour moi, c'est pas le truc qui suinte le plus le body horror non plus, quoi. Non. Brain Dead, j'ai jamais maté. Branded, c'est marrant, franchement, c'est cool. Ouais, y a pas Scanners non plus, là. Bah, il doit être dans le Ouais, top en parce que fait. Il Même doit être dans le top Tetsuo, 50. voilà. Tetsuo, putain, C'est un dans body le top horror. Ah, 50. Tetsuo, ouais. Ouais, mais après, Tetsuo, ça dure 50 minutes, tu vois. Existence un peu aussi. Ça me... Ouais, Je pareil. dirais que Existence, le visionnage ouais. était... Moi, j'avais pas aimé. Je l'ai vu à l'époque. Je l'ai pas revu Ah, depuis Existence, j'aime pas trop non plus, moi. Ouais, c'est un peu chelou. Ouais. Il y avait des idées, mais... On va passer maintenant aux recommandations et je vais me tourner vers Marvin. Marvin qui, cette année, a décidé de faire une reco en lien toujours avec le film dont on parle. Exactement. Et là, ce soir, c'est quoi? Alors, Le le lien n'est pas directement par rapport à la SF ou quoi que ce soit, c'est plutôt par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure quant à ce film qui a été détruit ou perdu et qui finalement peut être remonté, reconstruit de manière un peu... Bon, bah, c'est pour vous expliquer ce que ça peut donner et que c'est pas forcément toujours une bonne idée et que c'est bien que ça reste dans le domaine du fantasme. Parce qu'en fait, ils ont fait ça. Alors, pour un film que j'estime pas plus que ça, qui est Legend de Ridley Scott, en fait. Ah oui. Si vous... Il y aura forcément Ridley Scott Voilà. qui fait Si que vous, ça, trouvez, lui. si vous trouvez le Blu-ray de Legend, il y a en fait une version, parce que l'histoire c'était que le film était tourné, je crois que c'était alors c'était peut-être pas à Pinewood, je sais plus si c'était à Pinewood ou au studio où ils ont fait le premier Alien. En tout cas, il y a un moment, il y a un incendie et ça crame la moitié de ce qui a été tourné. Voilà. Donc pas compliqué. C'est pour ça que Legend n'est pas du tout le film qu'il aurait dû être. Mais en tout cas, dans le Blu-ray de Legend, il y a des séquences qu'ils ont récupérées dans l'incendie, plein de choses comme ça qui s'intercalent avec le montage original et qui essayent de fabriquer un espèce d'objet qui ressemblerait au produit final et ça donne donc ça. Et c'est pas forcément le truc le plus dingue à voir du monde. Voilà. Il y a même un carton au début du film qui te dit bon bah voilà, il y a vraiment des scènes en gros frère, on a fait ce qu'on peut quoi. Donc tu vois qu'il y a des moments où c'est hyper compliqué à regarder et tout, et voilà, c'est pas forcément quelque chose qui embellit le film, je trouve. Mais en tout cas, si vous avez l'occasion de voir ça, je trouve quand même que le film est beaucoup plus solide que son montage cinéma que je trouve quand même. Pas mal. Bah, le film est pas mal, le film est très joli, mais le film, encore une fois, il a un peu cette vibe-là de Event Horizon, c'est-à-dire que c'est un film très frustrant parce qu'il manque beaucoup de choses. Hein. Notamment la moitié des séquences avec Tim Curry qui ont disparu du montage, en fait, parce qu'elles ont disparu dans les flammes, quoi. Donc, voilà, il y a des trucs qui sont comme ça un petit peu rajoutés. Ouais, c'était Pinewood, nous dit John, donc c'était Pinewood. Et voilà, donc on a cette version un petit peu bancale, un petit peu sur trois pattes, mais qui existe. Voilà, ils ont fait un peu la même chose aussi pour le film de John Woo, la Chasse à l'homme, avec Van Damme, où il y a une version, un workprint qui est sur le Blu-ray, avec le fameux montage d'origine avant qu'il passe à la censure américaine. Voilà, mais c'est toujours des versions en fait qui sont un peu fantasmées. Et quand on les voit, on se dit, ouais, en fait. Finalement, ouais. C'est super dur quoi. C'est super dur parce qu'il n'y a pas de boulot sur la photo, la restauration, elle est quand même elle est quand même limitée par l'état du matériel, donc c'est très compliqué. Et donc ça donne des objets très très bizarres. Voilà. Mais à l'occasion, voilà, cette version de légende là, je trouve qu'elle rend le film un petit peu plus digeste quoi. Donc Marvin nous conseille de revoir Legend en version Director's Cut, j'ai envie de dire. Version reconstruite quoi, je sais pas trop, mais. La rebuild Voilà. de Legend. Le film est sorti quoi en 85, non, c'est ça? Ouais, c'est ça. Bah, c'est Ouais. son film après Ça, Blade Runner. c'est exactement. Ouais, juste après Blade Runner, je crois. Mm.
Donc Legend, c'était avec Son second bid avec Tom Cruise. Ouais, Tom Cruise, Tim hein, c'est ça. Curry, voilà. Voilà, la Tom totale. Cruise qui n'avait pas encore les dents refaites, hein, c'est assez. Ça aussi, un c'est film. difficile. Il y C'est a un eu une film en soi. reconstruction aussi depuis. hein. Il n'a pas brûlé, mais il a été reconstruit. Bien sûr, non, pas besoin. Pas besoin. Manu, de ton côté, qu'est-ce que tu nous recommandes? Ma première recours, c'est de venir jouer à Mario Rivals après ce podcast. Oh putain. Ma Ah, Oui, la tourelle oui, du oui, crack. c'est, La tourelle du crack, c'est horrible, putain. ma deuxième, c'est que alors il y a un petit lien, voyage interdimensionnel, vite fait, parce que fallait que je trouve un lien Interstellar, pour. c'est parti. Non, pas du tout. C'est un comic book. J'ai reçu le deuxième omnibus des Fantastic Four par Jonathan Hickman, puisque cet été sort le film Fantastic Four de Marvel Studios. Jonathan Hickman, je vous en ai déjà parlé chez Marvel, sûrement sur les X-Men et sûrement sur des crossovers et sur les Avengers. Il a aussi fait les Fantastic Four. Et faut savoir que les Fantastic Four, c'est pas le comic book le préféré des personnes depuis 60 ans, puisque c'est relativement un peu chiant la plupart du temps. Et Jonathan Hickman a ce truc de prendre au sérieux à la fois son univers et ses lecteuristes quand il écrit, et il a réinventé les Fantastic Four fin des années 2000, début des années 2010. Alors ça représente 1600 pages de comic book, je crois, du coup, j'ai aucune idée du nombre de numéros, mais peut-être 70-80 numéros. Donc c'est le deuxième omnibus qui regroupe 800 pages, donc la moitié du run qui est sorti l'année dernière. C'est du coup les Fantastic Four et la Future Foundation qui sont une réinvention, enfin une nouvelle fondation créée par les Fantastic Four qui regroupe un certain nombre de gens et dont le but est le voyage interdimensionnel plutôt que le super-héroïsme. Ça utilise plein d'éléments de l'univers Marvel qui sont pas forcément très utilisés en temps normal parce que ça va chercher du cosmique et des choses comme ça. Et ça introduit plein de trucs qu'il a réutilisés dans ses runs d'après sur Avengers, X-Men, Secret Wars, qui sont les guerres multiverselles et les choses comme ça, qui sont la base de ce qui sera Secret Wars au cinéma. Puisque Secret Wars, tel qu'il sera adapté, ressemblera principalement à son crossover à lui. Donc si vous voulez en plus avoir un truc intéressant sur les Fantastic Four et qui vous prépare à ce que ça pourrait être au cinéma si c'était bien fait, lisez ça. Super. Et lisez Secret Wars et Avengers après. Super, merci pour les recos. Lecture du côté de Manu. Mathieu, qu'est-ce que tu nous recommandes cette semaine? Alors, pas de flipper et pas de jeu de rythme cette semaine. putain. Désolé. Pourtant, il y avait du désolé. potentiel. Il y avait du Pourtant, potentiel, putain. Mais j'ai- tu me j'ai déçois, dépensé tu me de déçois, l'argent. Mathieu, putain. Un flipper avec Non, un là, énorme j'ai- trou noir au milieu, là, franchement. Ah, ouais, ça serait fou. Non, Qui sinon vous je serais passe. parti sur Rift of the Necrodancer parce que c'est vachement bien. Ah, oui. Mais j'ai décidé vrai. de vous parler d'un film qui est un peu en rapport avec Event Horizon. C'est Pandorum qui est sorti en 2009, qui est un petit film d'horreur SF de Christian Alvart avec entre autres Denis Quaid et Ben Foster. On est un peu dans le même délire, mais voilà, c'est un petit peu plus classique. Je trouve le film plutôt amusant, mais voilà, si vous aimez un petit peu ce genre de film, Pandorum, je crois que c'est pas forcément le film le plus connu voilà, de la Terre, mais ça peut valoir son petit coup d'œil. Le petit film du dimanche soir, voilà, ça peut juste le dimanche soir, sinon ça ne fonctionne pas. Oui, ça ne marche Donc pas. ça peut, voilà, franchement, ça peut faire l'affaire si vous voulez regarder un petit film d'horreur, voilà, qui change un petit peu, ça peut être rigolo, voilà, Pandorum. Et sinon, en ce moment, je joue beaucoup à Dynasty Warriors Origins. Origins, ouais. Voilà, maintenant que je suis sûr de vraiment aimer, j'en parle parce que voilà, ça aurait pu me tomber des Mais mains au j'arrête bout pas d'un de moment, t'entendre mais je parler de trouve, ça dans ton podcast. c'est voilà, vachement c'est une série, bien, quoi, ton bordel. Dynasty. Et alors moi, j'en ai fait aucun avant parce que ça me saoulait vraiment très J'en ai très fait vite. pas mal et j'aimais bien. Donc, Eh bah écoute, franchement, Origins, alors la plupart des grands fans semblent être d'accord, c'est un bon retour. En tout cas, moi je trouve le jeu déjà plutôt réussi techniquement. Et ce que j'aime beaucoup, et là où je suis étonné, c'est que le jeu est à la fois forcément extrêmement bourrin dans les affrontements. C'est-à-dire, tu mets un coup de latte, les mecs, t'as 100 t'as gars toujours qui de s'envolent. la baston à très grande échelle. quoi. Ouais, c'est très grande échelle, tu te bats contre des armées. Et ce qui est toujours très sympa, c'est que tu as aussi un petit côté tactique, dans le sens où tu dois gérer tes pouvoirs, tes armes, ta monture aussi, mais il faut réagir très très vite en fonction de ce qui se passe sur le champ de bataille. Parce que si tu fonces voilà, dans le tas comme ça sans regarder ce qui se passe ailleurs, tu peux facilement perdre une bataille, donc c'est quand même plutôt intéressant. Ce qui est cool, c'est qu'il y a en plus des très grosses batailles, des espèces d'escarmouches qui te permettent un petit peu de faire monter ton personnage et de t'entraîner un petit peu, de voir un peu ce que tu peux faire avec les nouvelles armes, les nouveaux pouvoirs et tout.
Mais là où j'ai vraiment été surpris, c'est dans les moments plus calmes en fait du jeu. Alors que je m'attendais pas du tout à quelque chose d'aussi cool, zen, posé dans les moments de discussion, les moments où tu te balades sur une sorte de minimap qui rappelle beaucoup le RPG qu'on avait un petit peu à l'époque, le minimap où tu te déplaces comme ça pour aller parler avec différents Ouais, ouais, personnages, ouais. aller dans des tavernes, etc., pour récupérer aussi dans des marchands, voilà, voir à peu près tout ça, puis explorer pour récupérer des éléments pour améliorer, on va dire, ton équipement. Et avec des musiques, super cool, loin des guitares que tu as pendant les grosses bastons, Est-ce c'est qu'il y a vraiment toujours posé, des histoires improbables quand même moi, pour l'instant, c'est relativement classique, c'est-à-dire qu'on a les affrontements entre, je les crois que trois c'est royaumes, quoi. voilà, c'est clairement, Hmm. voilà, les 3 royaumes, avec les écharpes jaunes contre les écharpes rouges, avec, différents Ah, c'est personnages qu'on nous Interville. Ah, introduit je de temps connais. en temps, Ah, c'est ça, voilà. ouais. Eh, la vachette. Ouais, Ah, la la vachette, vachette, allez, putain. tape à la Faut vachette. dire la vachette. Et non, non, vraiment étonné en fait, l'équilibre de l'ensemble. Vraiment, du coup, le rythme est chouette parce que tu passes vraiment de moments très intenses de baston où tu t'enchaînes les combos et les massacres. Genre, à un moment, tu arrives à 2000 mecs fracassés dans une bataille, quoi. Donc, ça monte très très haut. Puis après, ouais, tu te poses un peu, tu discutes avec des persos, c'est zen, la musique est vraiment chouette. Et ouais, la réalisation est vraiment réussie. Donc, si comme moi, vous êtes un novice là-dedans, que vous avez juste un petit peu vu les jeux ou fait quelques démos, ça peut être le jeu qui peut vous attirer là-dedans. Parce que du coup, j'ai aussi pris un jeu qui s'appelle Warriors, qui avait été annoncé pendant l'événement Sony, qui reprend aussi le lore un petit peu de tout ça et qui est actuellement sur Steam et sur console, qui est en 3D isométrique, qui reprend un peu le même système de bataille à grande échelle, mais en mode un petit peu aussi roguelite. Donc, plutôt sympa aussi. Donc voilà, Mais c'est si très vous bien. connaissez pas, vite fait, je rajoute que, enfin, franchement, Dynasty Warriors, il n'y a pas d'autre jeu qui retranscrit aussi bien le plaisir d'une bataille à grande échelle avec un personnage Ah ouais. Hmm. surpuissant, mine de rien, hein, parce que bon, Ouais, voilà. franchement, ouais. Que celui-là, quoi. Il y a d'autres licences qu'on essayé. Il y avait un truc qui s'était monté aussi, une licence américaine, je sais plus Pas comment ça s'appelait. Kessen, c'est Kingdom encore autre Under chose. Fire, je crois. Kingdom Ah, Under Ah c'est ouais. Fire, ça, ouais. oui, Ouais, oui, sorte de l'époque, voilà, qui reprenait un peu ce principe, mais vraiment, enfin, rien à voir, quoi. Dynasty Warriors, sur les batailles à grande échelle, c'est fou, quoi. Mais ouais, la sensation de puissance, elle est ouf. T'as vraiment les impacts sont bien rendus et tout, alors que ça aurait pu faire n'importe quoi. Mais là, vraiment, c'est C'est vraiment très étonnant. pas, tu vois, Mm. tu rentres dans le tas et tu fais n'importe quoi. Non, non, pour le coup, il y a une Exactement, vraie approche. Non, c'est c'est bien ça. foutu, hein. C'est Ouais, vraiment ouais, bien foutu. ouais, ouais, c'est vraiment, vraiment bien fait. Mm. Eh bien, merci pour ces recos. Moi, j'ai juste ajouté une reco série vite fait. The White Lotus, série HBO disponible sur MyCanal, qui entame sa 3e saison. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas The White Lotus, c'est créé par Mike White, qui est un humoriste et comédien et scénariste américain. Dont, en fait, le principe, c'est chaque saison est une anthologie avec de nouveaux personnages, mais qui se passe toujours dans la même chaîne d'hôtel qui s'appelle The White Lotus. Et sauf que, comme c'est une chaîne d'hôtel, il y a dans plusieurs pays. Le premier épisode, ça se passe à Hawaï, le deuxième en Italie et le troisième là vient en Thaïlande. Et à chaque fois, en fait, c'est vraiment, il se passe une situation what the fuck au début. Vraiment, à chaque début de saison, il se passe une situation en fait où tu dis mais qu'est-ce qui s'est passé? Un peu à la Colombo quoi. Et en fait, tu revois après l'histoire de différents points de vue de différents clients qui sont tous un peu soit différentes classes sociales, soit ils sont pas vraiment là pour les vacances. Enfin, il y a un truc un peu enquête. C'est de l'humour noir et c'est beaucoup lié aussi. En fait, les situations vont beaucoup s'évoluer sur comment dire, sur l'action, enfin la classe sociale aussi des différents personnages, mais aussi l'action qu'ils ont, les relations qu'ils ont entre eux. Et c'est vachement bien et c'est toujours joué donc avec différents acteurs plutôt connus. C'est beaucoup Euh, cité quand Sans Filtre est sorti, je me souviens. Ouais, mais c'est moins con que Sans Filtre, tu vois, par exemple. Il n'y a, pas Ouais, y a pas de truc vraiment de confrontation débile entre vraiment appuyé entre la classe on va dire populaire et la classe bourgeoise quoi. C'est un peu le cas, mais c'est quand même super bien écrit pour que ce soit pas débile quoi. Et puis t'as aussi à côté de ça les employés de l'hôtel locaux en fait à chaque fois. Donc forcément dans la saison 2 c'était les Italiens donc ils parlaient italien entre eux en disant putain mais t'as vu ce client c'est vraiment un tocard. Enfin il y a plein de trucs comme ça, c'est assez drôle en fait. Il y a cette dynamique là aussi avec le personnel de l'hôtel qui est plus là en spectateur en train de regarder en fait ce qui se passe. Qui commente en fait un peu la narration de ce qui se passe en disant ouais enfin voilà mais c'est vraiment très très drôle très sympa et extrêmement bien produit. Donc The White Lotus donc dispose sur MyCanal donc série HBO Moi, et puis j'avais maté la saison 1 à l'époque, mais j'ai toujours pas maté la 2 parce que quand elle est sortie, pendant des mois, mais au moins 6 mois, la saison 2, elle était sous-titrée avec, quand il y avait les passages en italien, sans les sous-titres français. Il y avait les sous-titres mais en anglais.
Et du coup, Ah. comme je m'étais avec ma sœur et qu'elle lit pas l'anglais, incapable ça de t'a mater, quoi. bloqué. Bah Ouais. ouais, ça t'a câblo, ouais, j'imagine. Et là, le problème de la saison 3, c'est qu'elle te balance le trailer à la tronche dès que tu lances un programme sur MyCanal. Voilà. Ah oui, ça c'est incroyable ça. Ah, c'est sympa. Ah, tu C'est m'étonnes. vraiment bien. Non, mais c'est une série anthologique. Et ce qui est drôle, c'est que forcément, il y a des liens entre les saisons. Parce qu'il y a certains personnages qui sont de passage en fait dans cet hôtel-là, forcément. Et c'est assez drôle de revoir certains Jennifer personnages. Coolidge, non, qui est un personnage récurrent, du coup. Alors, Jennifer Coolidge qui est dans la saison 1 et aussi en personnage secondaire dans la saison 2. En fait, personnage principal dans la saison 1, personnage secondaire principal un petit peu comme dans la saison 2. Mais c'est vachement bien. Enfin, franchement, j'adore cette série. C'est vraiment sympa. Et Rocco, jeu vidéo rapide, un jeu de Sega et du studio bien sûr Ryuga Gotoku. Sega Pinball. Voilà. Non. C'est Like a Dragon. J'y ai pas joué encore. In Hawaii. Excellent, comme d'habitude. Si vous aimez, bien sûr, Il paraît que c'est incroyable. les Like a Dragon ou les Yakuza, forcément, vous n'allez pas être perdu. C'est toujours la même sauce, mais cette fois-ci, c'est la sauce pirate. Avec Majima, qui est un des personnages clés en fait de la saga. Quoi. Un des deux. Qui devient amnésique suite à un incident, on ne sait pas ce qui s'est passé, et il se prend pour un pirate, et pour le coup il va foutre le bordel dans les mers internationales en se prenant pour un pirate, et c'est assez incroyable, c'est très improbable comme n'importe quel scénario finalement de Yakuza, mais il reste des moments très émotionnels, très philosophiques, tout en se battant bien sûr comme des connards. Et ce qui est C'est un beat'em all cette fois. Beat'em all, mais aussi ça fait mieux que le jeu de Black Flag. Comme Black Flag. Oui. C'est comme Black Flag mais en mieux. Et puis voilà, si t'as plus de boulets de canon, concrètement le jeu te dit va sur le pont, prends un lance-roquette et défonce le reste des bateaux si tu veux. Voilà, il y a vraiment un truc comme ça, c'est assez marrant. C'est génial. C'est super. Et ouais, The Derek dit parce qu'il le voit en live aussi, parce que je le fais en live sur Peak Gaming. Effectivement, il y a des persos secondaires complètement improbables, mais comme d'habitude, enfin voilà, tu vois, t'as un pirate, donc t'as Majima qui joue au pirate dans un style incroyable, et à côté t'as un mec, c'est un go muscu terrible, et l'autre, son troisième, c'est un chef coréen de cuisine, quoi. Enfin, t'as là, vraiment, c'est l'équipe de. Et puis derrière, t'as l'autre qui sort des Goonies, quoi. Enfin c'est n'importe quoi, enfin, c'est assez incroyable. Puis il y a les comédies musicales, enfin, ça chante partout, comme d'habitude. Enfin, c'est fou, quoi, c'est fou. Voilà. Et t'en es où ta 4e ou 5e run de GTA 4 ? Je suis sur ma 4e run, donc. Effectivement, ce que nous dit Manu, c'est que je fais aussi GTA 4 en permadef, donc c'est-à-dire si je meurs dans l'histoire, je recommence toute la partie. Donc là, je suis sur ma 4e run. Je suis mort 3 fois. Voilà, j'arrive à 50%. Dont une fois à la 80e mission. Voilà, exactement. À 95% de la fin du jeu, quoi. Voilà, c'est des moments comme ça, des moments de stress et des moments de tension incroyable, et des moments, bien sûr, de lose intégrale. Voilà, donc vous pouvez suivre le planning sur Peak Gaming, mais je reviendrai après. Donc, on peut clôturer l'émission. Merci Marvin, merci Manu, merci Mathieu, merci à vous. Et bien sûr merci beaucoup. à vous, merci le public, merci le chat. Alors, donc, plusieurs choses effectivement. Donc Peak Gaming, comme je parlais, suivez la chaîne Twitch, c'est notre chaîne Twitch 100% jeux vidéo. On stream du coup du mardi. Du mercredi au dimanche, 18h, 23h. Je peux vous dire vite fait le programme quand même, parce que maintenant c'est programmé et tout. Enfin, ça devient absolument professionnel, donc ça devient absolument chiant. Donc, mercredi, je stream sur Like a Dragon, Pirate Yakuza in Hawaii. Jeudi, je fais une petite découverte d'un remake d'un jeu que j'avais déjà fait, que je connais par cœur, mais là c'est un remake de ce jeu-là. C'est le remake de Half-Life, donc la version Black Mesa, donc je fais une découverte là-dessus jeudi soir. Vendredi, c'est la sortie de Monster Hunter Wilds. Bon, pour vous résumer le jeu, c'est galipette et on défonce des monstres. Voilà. Samedi, donc je fais Grand Theft Auto 4 en permadef, comme je l'ai expliqué. Et dimanche, on retourne encore sur, bien sûr, Majima qui fait le pirate. Voilà, donc 18h, 23h du mercredi au dimanche. N'hésitez pas à nous suivre sur notre Discord aussi si vous êtes fan de jeux vidéo, puisque il y a une team absolument... depuis 2 mois, c'est non-stop, 2 joueurs de Marvel Rivals. Donc si vous voulez jouer à Marvel Rivals en team, dans une bonne ambiance, non je déconne, c'est absolument affreux. Voilà, vous pouvez venir sur notre Discord directement pour répondre aux appels à l'arme de Manu qui nous envoie des notifications. Voilà, 2 fois par jour, après-midi et soir, bien sûr, si vous êtes disponible. N'hésitez pas à joindre, on est souvent 6 d'ailleurs pour jouer, donc si vous voulez vraiment nous rejoindre, on peut faire même 2 poules. Voilà, donc n'hésitez pas à nous suivre sur notre Discord. Donc on est 6 à 15h, c'est là qu'on voit qu'il y a des gens qui bossent ici. Ouais. Mais on bosse, attendez,
et aussi, on bosse de façon un peu chacun. Il y en a qui finissent l'après-midi, d'autres qui commencent. Enfin bref, c'est un peu le bordel, mais ça nous permet justement d'avoir une pool de 6 constante. Le début de la fin, notre podcast série animé par Marie-Clémentine et Alizé continue donc sa run sur Severance. Donc prochain épisode jeudi, donc qui sera le récap du dernier épisode de Severance et des analyses et aussi un petit peu de voilà qu'est-ce qui pourrait se passer, tout ça. Donc forcément Il y a beaucoup de Severance, spoil, hein, du coup. oui, il faut avoir vu la Oui, série. énormément. Énormément de spoil, bien entendu. Ça chiale dans les commentaires, mon gars. Ça chiale. J'ai vu le dernier et je me suis pas fait spoiler. C'est la première semaine où j'ai pas un spoil quelque part. Et ben voilà, Ah, j'ai toujours pas on a commencé, entendu le moi. message. C'est pas vous qui me spoilez les autres semaines. Hcast, Donc Marvin, s'il arrive ça- trop tard pour me spoiler, non. Ouais, normalement. Hcast Oui, Par Hcast. rapport à la semaine dernière, j'en ai déjà parlé. Voilà. Erwan est revenu de vacances. Voilà l'update. Donc, Voilà, ça ne tardera pas. donc le montage peut commencer. Ah bah effectivement. Donc Hcast bientôt. On a même peut-être éventuellement un créneau d'enregistrement pour s'agir de grandir. Voilà. Après voilà. Mais il se passe des choses ici, c'est Il se passe terrible. des T'as parlé des choses, Goonies- bon, de la suite des Goonies, c'est ça? Martin Alors là- Gamera est très assidu sur le Godzilla Final Podcast, donc je voudrais pas lui couper sa dynamique. non Ah, plus. bien sûr, bah non. c'est Donc sûr. voilà. Donc il s'agirait de grandir et Hcast. Manu, qu'est-ce qui se passe au coin pop? Rien du tout. C'est un peu les vacances là. Ok. Parce qu'il n'y a même pas eu de coin de lecture cette semaine. Enfin, il y en aura peut-être un cette semaine ou la semaine prochaine. Mais Star Trek étant en pause et les autres podcasts étant quasiment tous en pause en ce moment, pas grand-chose. Pas Et grand Dieu, si, il y a X-Files, la saison 10, Guy l'a sorti Oui, j'ai vu ça. hier. passer. Donc il y a la saison 10 à écouter même. Ok, ça marche. Donc Un sur grand le- moment de série télé. un grand moment de série télé, comme dit Manu. Et Toujours pas vu. effectivement, Vous sur le vous coin amuserez pop. plus en podcast, croyez-moi. Mathieu, de ton côté, Peggy 18 Turbo. Qu'est-ce qui se passe? Alors, gros dossier Boomer Shooter, c'est dispo, ça dure un peu plus de 3 heures, je crois. 3 heures, Ouais, effectivement. c'est assez velu, mais voilà, on a plutôt des bons retours malgré le côté niche, mais en tout cas, je suis assez content. Podcast demain, au moment où on enregistre sur Outlast, non, sur The Evil Within, voilà, le jeu de Mikami qui sera disponible, et on enregistre un épisode sur Shadow of Rome ce dimanche avec Babar. J'ai toujours pas commencé le jeu, mais voilà, ça a l'air assez foufou. Et ce qui est prévu plus tard, il y a Fear the Spotlight, je crois, aussi, un jeu d'horreur. Donc le jeu qui est produit par Blumhouse, je crois, Games. C'est le premier jeu qui sort de chez eux. Qui paraît-il est assez intéressant. Donc pas mal de choses. Et on va peut-être streamer vendredi sur Resident Evil 6. On va reprendre je vais reprendre les streams donc sur le scénario de Chris. Il paraît que c'est oui. très, très subtil. Très, À subtil. Gears of War. Oui, c'est Ouais. Bourg-Land, effectivement. Ouais, bon, parfait. Bien sûr, si vous aimez notre travail, soutenez-nous sur Patreon, bien entendu. Oui. Le forfait à 3€ chez Shitlist Prime qui permet d'avoir l'épisode en avance sans publicité. Qu'est-ce qui se passe? Oh, une Moni. main. Le pognon. Money. Oui, pour entretenir ma bourgeoise aussi également, ce serait sympa. Forfait Parce qu'elle branle 5 €. rien. Elle branle rien. Forfait à 5€ Shitlist Plus qui permet d'avoir l'épisode en avance et bien sûr le contenu exclusif, et le forfait 10€ le fait. Alors là c'est tapis rouge, c'est Red Carpet, c'est tous les bonus que j'ai cités précédemment et le remerciement éternel. On remercie A1CO qui vient nous rejoindre au Shitlist Plus, et bien sûr le Hall of Fame. Merci à Seb Natch, l'anonyme du Hall of Fame, Willy Stitch, Jérémy Courtemanche, Jonathan Cassé-Sorel, Burrs, The Griff Keeper, Austin Blue, David Introligator, Merci. Igandi, Cam, Angelo As, Nicolas, Julien, Sosomanette, Stacano et Eduardo Cruz. Merci à vous. Merci. Retrouvez-nous la semaine prochaine là pour parler encore de grand cinéma. On revient avec Pic Cinéma pour Oui. parler de Parasite de Bong Joon-ho. shitlistpodcast@gmail.com pour le SAV. Rejoignez-nous sur Blue Sky, Instagram, TikTok et sur notre Discord, comme je l'ai dit précédemment. Joignez-nous à jouer à Marvel Oui, Rivals. venez. C'est gratuit en plus, Venez. Marvel Rivals. Faites pas chier. Voilà. C'est disponible Pas chier. partout. Notre chaîne Twitch, bien sûr, et YouTube pour le live et la VOD. N'hésitez pas à vous abonner aussi sur la chaîne Twitch. 5 étoiles sur Apple Podcast, Podcast Addict ou Spotify. Et on se dit à la semaine prochaine. Allez, salut à tous. Merci le chat. Salut. Salut. C'est copyrighté. 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 Tu peux pas l'écouter parce qu'on l'a pas acheté. C'est copyrighté. 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 Tu peux
peux pas l'écouter parce qu'on l'a pas acheté, c'est copyrighté. On n'a pas de blé, mais tu peux m'en donner. Tu peux pas l'écouter parce qu'on l'a pas acheté, c'est copyrighté. 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 Tu peux pas l'écouter parce qu'on l'a pas acheté, c'est copyrighté. 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 Tu peux pas l'écouter parce qu'on l'a pas acheté, c'est copyrighté. C'est copyrighté. 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 Tu peux pas l'écouter parce qu'on l'a pas acheté, c'est copyrighté. 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 Tu peux pas l'écouter parce qu'on l'a pas acheté, c'est copyrighté.